Un millionnaire s'est déguisé en sans-abri la veille de Noël pour offrir des cadeaux aux enfants des rues. Lorsqu'une petite fille sans-abri l'a vu, elle a crié « Papa, je sais que c'est toi ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil s'est couché sur Beverly Hills, teintant les luxueuses demeures du quartier le plus riche de Californie de teintes dorées. Marshall Angel Whitmore ajusta le rétroviseur de son dernier modèle de voiture importée tandis que sa fille de 6 ans, Esme, fredonnait gaiement sur la banquette arrière. L'homme d'affaires sourit en entendant la voix de l'enfant chanter une chanson de Noël, ses yeux rencontrant les siens à travers le reflet du miroir. Le visage angélique de la fille, encadré par de boucles foncées, était illuminé par l'attente de la fête de Noël qui devait avoir lieu à son école ce soir-là. Ses petits doigts jouaient avec l'ourlet de sa nouvelle robe rouge, spécialement choisie pour l'occasion. « Papa, penses-tu que Madame Guadalupe aimera ma performance ?» demanda Esme, ses yeux marrons brillants d'anxiété. Marshall ajusta sa cravate bleu marine en pensant à la façon dont sa fille s'était entraînée sans relâche pour le rôle d'un ange dans la pièce de Noël. « Ma princesse, elle va adorer, tu es l'étoile la plus brillante de toute l'école, répondit-il en sentant sa poitrine se gonfler de fierté. Le sourire d'Esme illuminait tout l'intérieur de la voiture, lui rappelant douloureusement sa défunte épouse Carmen, décédée pendant l'accouchement. Le trafic était dense pendant ce mois de Noël, les rues de Beverly Hills encombrées de voitures de luxe et de passants pressés portant des sacs de cadeaux. Marshall vérifia sa montre-bracelet, une rare montre en platine qui avait coûté une petite fortune, notant qu'ils avaient encore assez de temps pour se rendre à la représentation. Sa nouvelle épouse, Delilah, avait décidé de ne pas les accompagner, prétendant avoir de sévères maux de tête. Il soupira, réalisant que c'était encore une de ses innombrables excuses pour ne pas assister aux événements scolaires d'Esme. Le feu vert s'alluma et Marshall accéléra doucement tandis qu'Esme continuait ses chants de Noël. Soudain, un camion hors de contrôle apparut à l'intersection, enjambant le feu rouge à grande vitesse. Le temps sembla ralentir alors que Marshall traitait la scène. Les phares grandissants du camion, le cri effrayé d'Esme, le crissement des pneus contre l'asphalte alors qu'il essayait de dévier brusquement. « Papa !» Le cri désespéré de sa fille fut la dernière chose qu'il enregistra avant l'impact dévastateur. Le bruit assourdissant de la collision résonna dans l'avenue, le métal se tordant contre le métal dans une cacophonie apocalyptique. Le véhicule de Marshall tournoya violemment, roulant 3 fois avant de traîner sur la route dans un spectacle d'étincelles et de verres brisés. Le silence qui suivit était encore plus terrifiant que le bruit de l'accident. Marshall, piégé au milieu des décombres, luttait pour rester conscient, tout son corps douloureux, mais sa seule préoccupation était Esme. « Ma princesse, Esme » appela-t-il d'une voix rauque, essayant de se tourner pour voir la banquette arrière désormais méconnaissable. Une foule commença à se former autour du site de l'accident, des voix alarmées parlant rapidement, des téléphones portables enregistrant la scène pendant que quelqu'un criait pour une ambulance. L'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé imprégnait l'air, se mêlant au parfum métallique du sang. Marshall luttait contre les ténèbres qui menaçaient de l'engloutir, ses mains tremblantes tentant de détacher la ceinture de sécurité. « S'il vous plaît, ma fille, quelqu'un aide ma fille » implora-t-il, sa voix étranglée par le désespoir et la douleur. Le son des sirènes approchant perça l'air nocturne de Beverly Hills, des lumières rouges et bleues dansant sur les façades des bâtiments luxueux. Les ambulanciers couraient vers les véhicules accidentés, leur voix professionnelle coordonnant les efforts de premiers soins. Marshall entendit des fragments de leur conversation comme s'il était immergé. Plusieurs fractures possibles, hémorragie interne, la fille. « Nous avons besoin d'une autre ambulance, Monsieur Whitmore », une voix féminine attira son attention alors que des mains douces mais fermes commençaient à évaluer ses blessures. « Entendez-vous ? Nous sommes là pour aider, essayez de ne pas bouger. » Marshall voulut crier, vouloir exiger qu'il sauve d'abord sa fille, mais sa voix semblait bloquée dans sa gorge. Les larmes se mêlaient au sang ruisselant d'une coupure sur son front alors qu'il luttait pour garder les yeux ouverts. Le monde autour de lui commençait à se brouiller, les voix devenant lointaines comme s'il était tiré dans un tunnel. Sa dernière vision consciente était celle d'un petit chausson de balai rouge perdu sur l'asphalte parmi les débris, brillant sous les lumières des sirènes comme un rappel cruel de la représentation qui n'aurait jamais eu lieu. « Ma princesse, pardonne-moi » furent ses derniers mots avant que les ténèbres ne l'engloutissent complètement. Le chaos s'ensuivit sur la prestigieuse avenue de Beverly Hills alors que les équipes de secours travaillaient frénétiquement parmi les décombres. Le conducteur du camion, visiblement intoxiqué, était maîtrisé par des policiers tout en criant incohérentes des accusations de défaillance des freins.
La légère pluie qui avait commencé à tomber semblait pleurer la tragédie qui se déroulait, transformant l'asphalte en un miroir noir reflétant les lumières d'urgence. Quelques minutes plus tard, Delila arriva à l'hôpital dans sa voiture de sport rouge, ses talons aiguilles résonnant dans le parking alors qu'elle courait vers la salle des urgences. Son visage maquillé affichait une inquiétude qui, pour ceux qui ne la connaissaient pas, semblait authentique. « Je suis l'épouse de Marshall Whitmore », annonça-t-elle à la réception, sa voix tremblante légèrement. Le personnel, reconnaissant le nom de la famille la plus influente de Beverly Hills, la fit immédiatement entrer. Dans la salle des urgences, les médecins travaillaient intensément pour stabiliser Marshall, ses signes vitaux fluctuant alors que des murmures désarticulés s'échappaient de ses lèvres meurtries. « Esme, ma princesse, la représentation de Noël. » Delila resta à ses côtés, tenant sa main, ses yeux attentifs à chaque procédure, chaque équipement, chaque mouvement des médecins. Parfois, son regard se détournait vers le couloir où l'équipe médicale se précipitait avec du matériel et des poches de sang dans l'autre aile de la salle des urgences. La situation d'Esme était encore plus délicate, son petit corps encore habillé de la tenue de spectacle maintenant taché luttait courageusement, sa tension artérielle baissant, alertant une jeune infirmière dont les mains agiles ajustaient les médicaments et les moniteurs. La robe de Noël rouge qui aurait dû briller sous les lumières de la scène scolaire était déchirée et tachée, un triste témoignage de ce que cette nuit aurait dû être. Delila alternait son temps entre la chambre où se trouvait Marshall et le couloir menant à l'aile où il soignait Esme. À chaque mouvement du médecin, son visage montrait de l'anxiété. « Docteur, s'ils vont bien ou pas ?» demanda-t-elle à plusieurs reprises, sa voix chargée d'émotions étudiées. Entre une visite et une autre, elle vérifiait discrètement les messages sur son téléphone portable, tapant rapidement des réponses à sa mère. Le trajet vers l'hôpital Angela à Beverly Hills, le plus prestigieux de la région, avait été marqué par des moments de tension extrême. Dans l'ambulance transportant Esme, les ambulanciers travaillaient sans relâche pour maintenir ses signes vitaux stables. Le petit crucifix qu'elle portait autour du cou, un cadeau de sa défunte mère, se balançait doucement avec les mouvements du véhicule, reflétant les lumières clignotantes comme un phare d'espoir dans l'obscurité. À la réception de l'hôpital, une équipe de médecins attendait déjà, alerté de l'arrivée des patients très importants. Dr Martinez, le chirurgien en chef, organisait rapidement deux équipes distinctes, une pour Marshall et une pour Esme. Delila suivait de près chaque mouvement, chaque procédure, chaque décision médicale, ses yeux enregistrant chaque détail tandis que son esprit travaillait sur des possibilités que personne ne pouvait suspecter. Dans un moment de distraction apparente, Delila s'approcha de la pièce où se trouvaient les affaires du patient. Avec des doigts tremblants, elle fouilla dans le sac en plastique contenant les vêtements d'Esme. Ses yeux scintillèrent lorsqu'elle trouva un petit collier en or avec un pendentif, un héritage familial que Marshall avait donné à sa fille en héritage de sa défunte épouse. Pendant un instant, elle tenait le bijou entre ses doigts avant de le ranger soigneusement dans son sac à main de créateur. Marshall commença à reprendre partiellement conscience lors des examens, ses premiers mots étant un appel angoissé « Esme, où est ma fille ?» L'infirmière tenta de le calmer, mais il devint de plus en plus agité. « J'ai besoin de voir ma fille, la pièce de Noël, elle allait être un ange. » Delila s'approcha rapidement, caressant ses cheveux. « Calme-toi, mon amour, elle est bien prise en charge, » murmura-t-elle d'une voix mélodieuse, essayant de transmettre la tranquillité dans la salle d'opération. Un son aigu et continu traversa l'air. Le moniteur cardiaque d'Esme montra une ligne plate. « Arrêt cardiaque » cria une infirmière. L'équipe médicale commença immédiatement les manœuvres de réanimation. Delila, entendant le tumulte du couloir, sentit un frisson parcourir son échine. Son téléphone vibra avec un nouveau message de sa mère, mais pour la première fois cette nuit-là, elle hésita à répondre, les yeux fixés sur la porte de la salle d'opération où le destin d'une petite fille pendait à un fil. Dans le couloir de l'hôpital, le temps semblait s'étirer alors que les équipes médicales travaillaient sans relâche. Les sons des machines se mêlaient aux pas précipités des professionnels, créant une symphonie angoissante. Delila resta assise dans la salle d'attente, ses mains parfaitement manucurées serrant nerveusement le sac de créateur où elle avait rangé le collier d'Esme. De temps en temps, son regard se tournait vers le couloir menant à la salle d'opération. Madame Whitmore, une jeune infirmière, s'approcha avec une tasse d'eau. « Vous devez essayer de vous calmer, vous êtes très pâle, » dit-elle. Delila accepta la tasse avec des mains tremblantes, prenant de petites gorgées tout en observant les mouvements de l'hôpital. Chaque fois que les doubles portes de l'aile chirurgicale s'ouvraient,
son corps se tendait visiblement derrière elle, son expression préoccupée, son esprit calculant chaque scénario possible, chaque issue possible de cette nuit dans la salle de scanner. Marshall continua de murmurer le nom de sa fille entre des moments de conscience et d'inconscience. Les médecins travaillaient rapidement pour évaluer l'étendue de ses blessures, inquiets des éventuelles blessures internes. « Esme, ma princesse, pardonne-moi », ces mots étaient un lame constant qui brisait le cœur de l'équipe médicale. Delilah, entendant les murmures de son mari, mordit sa lèvre inférieure, une habitude qui surgissait chaque fois qu'elle était vraiment nerveuse. Le chirurgien en chef émergea de la salle d'opération, son visage tendu sous le masque chirurgical. Delilah se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. « Docteur, comment va Esme ?» Sa voix tremblait et pour la première fois cette nuit-là, ce n'était pas un acte. Le docteur prit une profonde inspiration avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « Nous avons réussi à inverser l'arrêt cardiaque, mais les prochaines heures seront cruciales. Elle a perdu beaucoup de sang et, avant qu'il ne puisse terminer, une agitation commença dans le couloir. Une infirmière courait vers la salle de scanner en criant à l'aide. « Monsieur Whitmore a des convulsions. » Le docteur se retourna immédiatement, se précipitant vers la salle d'urgence. Delilah resta figée un instant, son visage perdant toute couleur. Son téléphone vibra encore une fois dans son sac, mais elle ne trouva pas la force de répondre. Dans la salle de réveil, Esme était enfin stable bien que son état restât extrêmement critique. Son petit visage meurtri par l'accident était partiellement couvert par des tubes et des machines. Une infirmière plus âgée arrangeait affectueusement ses cheveux foncés sur l'oreiller en murmurant une ancienne prière en portugais. Le crucifix qu'elle portait autour du cou avait été rangé avec ses autres affaires, sauf pour la chaîne qui reposait maintenant dans le sac de sa belle-mère. Delilah faisait les 100 pas dans le couloir, déchirée entre les deux ailes où son mari et sa belle-fille se battaient pour leur vie. Son téléphone continuait de vibrer de manière insistante, mais elle le mit en sourdine en le poussant profondément dans son sac. Les heures s'étiraient comme une éternité. Les médecins allaient et venaient, apportant des mises à jour sur l'état des deux patients. Marshall avait été stabilisé après la crise, mais restait en état critique. Esme respirait avec l'aide des machines, son petit corps luttant pour se remettre du traumatisme de l'accident. Delilah restait là, une figure solitaire dans le couloir de l'hôpital, son visage masquant une inquiétude qui devenait lentement authentique. Aux premières heures du matin, lorsque l'agitation de l'hôpital s'était calmée et que le silence devenait presque oppressant, Delilah ouvrit enfin son sac et sortit son téléphone. Il y avait des dizaines de messages non lus de sa mère, chacun plus urgent que le précédent. Avec des doigts tremblants, elle tapa un seul message. « Nous devons attendre, tout a changé. » Son regard se tourna vers la fenêtre de l'hôpital où les lumières de la Californie brillaient intensément sous la nuit noire. Dans la salle de réveil, le moniteur cardiaque d'Esme émettait un son différent et une nouvelle agitation commença dans le couloir. Delilah ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur son visage parfaitement maquillé alors que le son d'une autre sirène d'ambulance résonnait au loin, apportant avec lui le poids de décision qui semblait maintenant trop lourd à porter. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de l'accident. L'hôpital Angeles de Beverly Hills maintenait sa routine tranquille, seulement interrompue par le doux bourdonnement des machines surveillant Marshall Whitmore dans sa chambre VIP privée. Les médecins venaient et partaient à intervalles réguliers, vérifiant ses signes vitaux qui, bien que stables, ne montraient aucun signe qu'il se réveillerait bientôt de son coma. Delilah restait à ses côtés, l'image d'une épouse dévouée, tandis que son esprit travaillait sur chaque détail de ce qui allait suivre. À côté, Esme jouait distraitement avec une nouvelle poupée, un cadeau de l'une des infirmières. Ses blessures commençaient déjà à guérir et la couleur revenait lentement à son visage. La robe rouge de la pièce de Noël avait été remplacée par un ensemble de pyjamas roses de l'hôpital, mais ses yeux portaient toujours une profonde tristesse. Chaque fois qu'elle demandait des nouvelles de son père, elle appelait Delilah d'une voix enfantine. « Quand est-ce que papa va se réveiller ?» Delilah força un sourire doux, caressant les cheveux foncés de la fille. « Bientôt, ma chérie, il a juste besoin de se reposer un peu plus. » L'équipe médicale fut impressionnée par la rapide récupération d'Esme. Son jeune corps avait extraordinairement bien réagi au traitement et les tests montraient qu'il n'y aurait pas d'effet permanent de l'accident. Dr Martinez fit ses tournées matinales, vérifiant les derniers résultats. « Elle est prête pour sa sortie », commenta-t-il à Delilah, qui afficha immédiatement une joie qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Merveilleuse nouvelle, docteur. J'ai hâte de la ramener à la maison. » Delilah organisa méthodiquement les papiers de sortie d'Esme, chaque document soigneusement revu et signé.
En tant qu'épouse de Marshall et belle-mère légale d'Esme, elle avait l'autorité complète pour assumer la garde de la fille pendant que son mari restait dans le coma. Les infirmières aidèrent à préparer les affaires d'Esme, rassemblant les dessins qu'elle avait faits pendant son séjour, la plupart représentant elle et son père dans des moments plus heureux. L'une des infirmières plus âgées ne put s'empêcher de ressentir une douleur en voyant la petite fille ranger tendrement chaque dessin. La chambre de Marshall était silencieuse, sauf pour le bip rythmique des moniteurs. Delilah s'assit à son chevet, tenant toujours la main immobile de son mari tandis qu'elle étudiait son visage sans mouvement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » murmura-t-elle, s'assurant d'être seule. « Je prendrai bien soin de notre petite. » Ses doigts caressaient distraitement son alliance alors que son téléphone vibrait à nouveau avec des messages de sa mère, maintenant plus urgents et fréquents. La travailleuse sociale de l'hôpital fit sa dernière visite de routine, vérifiant que tout était en ordre pour la sortie d'Esme. Delilah présenta tous les documents nécessaires, son certificat de mariage avec Marshall, les papiers d'Esme, la preuve de résidence dans le manoir de Beverly Hills, tout parfaitement organisé, ne laissant aucune place aux questions. « Êtes-vous sûr de pouvoir vous occuper de la petite fille et de votre mari en même temps ?» demanda la travailleuse sociale, inquiète. Delilah sourit, sa voix mélodieuse débordant de fausse sincérité. « Bien sûr, la famille est tout pour moi. » Esme s'assit au bord du lit, ses petites jambes flottant dans l'air pendant qu'une infirmière tressait ses cheveux. La fille serrait fermement un ours en peluche que son père lui avait offert pour son dernier anniversaire. Ses yeux fixaient la porte de la chambre où il reposait. « Pouvons-nous dire au revoir à papa avant de partir ?» demanda-t-elle innocemment. Delilah hésita un instant mais acquiesça, sachant qu'elle devait maintenir les apparences. « Bien sûr, ma chérie. Disons au revoir, à bientôt. » Le couloir entre les deux chambres n'avait jamais semblé aussi long pour Esme. Ses petits pas étaient hésitants, comme si chaque mètre l'éloignait davantage de son père. Delilah la guida d'une main sur son épaule, ses doigts agrippant légèrement le tissu du nouveau manteau qu'elle avait apporté pour sa sortie de l'hôpital. De l'autre main, elle tenait son sac à main de créateur où son téléphone continuait de vibrer de manière insistante avec des messages non lus. La dernière visite à la chambre de Marshall fut brève et silencieuse. Esme s'approcha du lit, tête inclinée, ses petites mains touchant doucement le visage de son père. « Au revoir, papa » murmura-t-elle, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Promets-moi que tu vas te réveiller bientôt. » Delilah observa la scène avec un mélange d'impatience et d'anxiété, ses yeux tournant constamment vers l'horloge murale. Le temps passait et il y avait encore beaucoup à faire à la réception de l'hôpital. Le personnel médical fit ses adieux à Esme, certains avec des larmes dans les yeux après des semaines de soins. Delilah arrangea les derniers détails avec l'administration, signant le dernier lot de documents. Son chauffeur l'attendait déjà dehors avec la voiture, les valises d'Esme soigneusement rangées dans le coffre. La fille jeta un dernier regard en arrière vers la chambre où son père restait dans le coma, inconsciente que ce moment marquerait le début d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. La voiture quitta le parking de l'hôpital et dès qu'elles prirent le premier virage, le comportement de Delilah changea complètement. Le doux sourire qu'elle avait maintenu à l'hôpital disparut, laissant place à une expression d'irritation à peine contenue. Lorsque Esme demanda timidement où elles allaient, Delilah roula des yeux. « Tais-toi, enfant agaçante. »« Oui » répondit-elle sèchement, surprenant la fille par ce changement brusque de comportement. « Espèce d'enfant insupportable » rugit Delilah, son visage déformé par la colère. « Si j'entends un autre cri, je jetterai cet ours ridicule par la fenêtre et tu ne le reverras jamais. Compris ?» La menace voilée dans sa voix fit trembler la fille et lui rappela « Je suis ta tutrice légale maintenant, personne ne croira une petite fille contre la parole d'un adulte respectable et si tu ouvres la bouche, je m'assurerai que ton papa ne se réveille jamais. » Une femme plus âgée attendait à la porte du manoir, un sourire artificiel identique à celui que Delilah portait à l'hôpital collé sur son visage. Esme observa avec terreur sa belle-mère reprendre instantanément son masque de docilité. En quittant la voiture, Delilah s'exclama en embrassant la femme âgée. « J'ai amené notre petite invitée. » Le regard qu'elles échangèrent fit frissonner Esme. La nuit au manoir d'Agnès fut longue et effrayante pour Esme. La vaste chambre froide, si différente de sa chambre confortable chez son père, semblait la engloutir par son immensité. Le vieux lit avec son matelas dur et ses draps grossiers n'offrait aucun réconfort sans son ours en peluche à câliner. La fille passa des heures recroquevillée, regardant les ombres danser sur les murs jusqu'à ce qu'elle s'endorme finalement d'épuisement. Le réveil fut brutal. Agnès lança la porte avec fracas à 6 heures du matin, jetant les lourds rideaux en arrière. « Il est temps de se lever »
je n'accepterai pas la paresse dans cette maison. Encore groggy et désorientée, Esme avait à peine le temps de se redresser avant qu'Agnès ne lui arrache les couvertures. Mais ça, ordonna-t-elle, jetant une robe simple et peu flatteuse sur le lit, et lave-toi le visage, je ne veux plus voir de larmes. Le petit déjeuner fut servi dans la cuisine, pas dans la salle à manger élégante de la veille. Un bol de bouillon sucré et un verre de lait chaud attendaient Esme. Agnès observa d'un œil de faucon la fille essayant d'avaler la nourriture sans saveur. Mange tout, ordonna-t-elle. Lorsque Esme poussa le bol à moitié vide, Agnès répondit sèchement, je ne tolérerai pas le gaspillage. Ton père t'a peut-être gâté, mais ici les choses sont différentes. Delila était déjà partie tôt pour l'hôpital, maintenant sa façade d'épouse dévouée. Agnès conduisit Esme dans une petite pièce à l'arrière de la maison, adjacente à la cuisine. C'est ici que tu passeras tes matins, déclara-t-elle en pointant une pile de vêtements à repasser. Chaque petite princesse doit apprendre la valeur du travail. La pièce était étouffante, avec seulement une fenêtre étroite et haute, et sentait la moisissure et les produits de nettoyage. Les heures s'étiraient alors qu'Agnès forçait Esme à plier des serviettes et des napperons. Ses petites mains, habituées uniquement à tenir des crayons et des jouets, devinrent rapidement rouges et douloureuses. Lorsque la fille laissa tomber une pile de serviettes, Agnès la réprimanda sévèrement. « Maladroite, c'est comme ça que tu rends notre bonté en t'accueillant. » Les mots étaient tranchants comme des couteaux, faisant recroqueviller Esme davantage. Le déjeuner n'était pas meilleur que le petit déjeuner, un bol de soupe légère et du pain dur. Agnès mangeait en silence à la tête de la table, lançant de temps en temps des regards critiques à Esme. Après le déjeuner, elle annonça avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « Tu vas apprendre à nettoyer les salles de bain. Une jeune fille doit rester occupée, n'est-ce pas ?» L'après-midi s'étira en une succession de corvées ménagères humiliantes. Les petites mains d'Esme tremblaient alors qu'elle essayait de manipuler des produits de nettoyage trop lourds pour son âge. Agnès supervisait chaque mouvement, critiquant et pointant constamment les défauts. Encore un peu de force sur cette brosse, et je ne veux pas entendre de plainte. Les enfants gâtés doivent apprendre leur place. Lorsque la nuit tomba enfin, Esme pouvait à peine se tenir debout d'épuisement. Le dîner était une répétition du petit déjeuner, de la nourriture insipide et des ordres sévères. Agnès conduisit Esme de retour dans la chambre froide, verrouillant la porte derrière elle. « Demain, nous recommençons tout, » dit-elle en passant devant la porte fermée, ses talons résonnant dans le couloir alors qu'elle s'éloignait. Seule à nouveau, Esme se recroquevilla sur le lit dur, ses mains encore brûlées par le labeur de la journée. Dans le silence oppressant de la pièce, elle pensa à son père, à l'hôpital et à sa vie précédente qui semblait de plus en plus lointaine. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée coulèrent enfin librement sur son visage alors qu'elle murmurait dans les ténèbres. « Papa, s'il te plaît, réveille-toi bientôt. » Le manoir tomba dans le silence, sauf pour le bruit occasionnel des talons d'Agnès en bas et le tic-tac impitoyable de l'horloge marquant le début d'une nouvelle vie qu'Esme n'aurait jamais pu imaginer. Après 2 mois dans le coma, les doigts de Marshall Whitmore se mirent à bouger légèrement sur les draps blancs et croquants de l'hôpital. Delila, distraite par son téléphone, ne remarqua pas le mouvement initial. Ce n'est que lorsqu'il émit un son guttural qu'elle sauta de sa chaise, rangea rapidement le téléphone dans sa poche et reprit sa façade d'épouse dévouée. Les yeux de Marshall s'ouvrirent lentement, désorientés, essayant de se concentrer sur son environnement. « Esme » fut le premier mot qui s'échappa de ses lèvres desséchées, sa voix presque méconnaissable après si longtemps sans usage. Delila appuya immédiatement sur le bouton pour appeler l'infirmière tout en tenant la main de son mari avec une fausse tendresse. Marshall essaya de bouger, mais son corps affaibli par la longue période d'inactivité ne répondit que faiblement à ses commandes. La confusion dans son regard était évidente alors qu'il parvenait enfin à se concentrer sur le visage de Delila. « Où est ma fille ?» L'équipe médicale envahit la salle, effectuant une série d'examens et de vérifications. Delila fut forcée de reculer, mais elle garda un sourire étudié sur ses lèvres, observant attentivement chaque mouvement des professionnels. Marshall continua d'appeler Esme, sa voix devenant plus forte et plus désespérée à chaque minute qui passait. Le docteur tenta de le calmer, expliquant qu'il devait rester calme pour ne pas compromettre sa récupération. « S'il te plaît, implora-t-elle. J'ai besoin de voir ma fille, où est-elle » Delila profita du moment où les médecins vérifiaient les signes vitaux de Marshall pour s'approcher de lui à nouveau. Ses mains parfaitement manucurées ajustaient tendrement ses cheveux avec une affection calculée. « Je t'aime, tu dois te calmer » murmura-t-elle à son oreille. Beaucoup de temps s'est écoulé,
nous avons tant de choses à discuter, mais d'abord, tu dois retrouver ta force. » Ces mots, bien que doux, portaient un poids sinistre que Marshall, dans son état affaibli, ne pouvait percevoir. Les jours suivants furent une torture pour Marshall. Chaque fois qu'il se réveillait, sa première question concernait Esme et chaque fois, Delilah détournait le sujet avec une cruauté habile. Le médecin disait « Tu ne peux pas avoir de fortes émotions maintenant. » Elle répétait sa voix mielleuse en cachant une satisfaction perverse en voyant l'angoisse croissante sur le visage de son mari. Les nuits étaient ponctuées de cauchemars où il revivait l'accident, se réveillant trempé de sueur, appelant sa petite princesse. Une semaine passa et la récupération physique de Marshall progressa rapidement, alimentée par sa détermination à devenir assez fort pour découvrir ce qui était arrivé à sa fille. Delilah resta constamment à ses côtés, contrôlant qui entrait dans la chambre, filtrant les informations, le maintenant isolé du monde extérieur. Lorsqu'il insistait pour savoir ce qu'il en était d'Esme, elle arborait une expression grave. « Marshall, tu dois être plus fort pour en parler. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Les exercices de physiothérapie étaient épuisants, mais Marshall se surpassait, déterminé à retrouver sa force. Delilah observait ces séances avec un intérêt presque scientifique, calculant mentalement combien de temps elle devrait encore le maintenir dans cet état d'incertitude. Lors d'une séance particulièrement difficile, où il faillit tomber en essayant de faire ses premiers pas, elle s'approcha avec une fausse préoccupation. « Ne te pousse pas trop, mon amour, nous avons tout le temps du monde. » La veille de sa sortie de l'hôpital, Marshall était assis dans le fauteuil de la chambre, observant la ville à travers la fenêtre. Ses pensées étaient fixées sur la dernière fois qu'il avait vu Esme habillée en rouge, excitée par sa représentation de Noël. Delilah entra dans la chambre, portant des documents, son expression plus sombre que d'habitude. « Marshall, commença-t-elle, sa voix étudiée se nouant, demain tu seras libéré et nous devons parler de quelque chose de très sérieux. » La tension dans la pièce était palpable. Marshall se tourna pour faire face à sa femme, ses yeux reflétant une profonde peur de ce qui allait arriver. Delilah s'approcha lentement, tenant un dossier de documents contre sa poitrine. « Il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet d'Esme, » dit-elle, sa voix basse et contrôlée. Le moniteur cardiaque de Marshall commença à biper plus rapidement, reflétant son anxiété croissante. « Que s'est-il passé avec ma fille ? Delilah, pour l'amour de Dieu, dis-moi. » Le matin de la sortie de l'hôpital se leva gris à Beverly Hills. Delilah insista pour emmener Marshall se promener avant de rentrer à la maison, affirmant qu'il avait besoin d'air frais après avoir été confiné si longtemps. Le chauffeur les déposa dans un parc paisible où des enfants jouaient au loin. Marshall observait chaque fille qui passait, son cœur se serrant alors qu'il cherchait instinctivement le visage de sa petite Esme dans chacune d'elles. Delilah le guida vers un banc isolé, ses mains tenant fermement le dossier de documents qu'elle avait apporté de l'hôpital. Le vent froid agitait les feuilles des arbres, créant une mélodie mélancolique qui semblait présager ce qui allait arriver. « Viens, Marshall, » commença-t-elle, sa voix étudiée se nouant. « Te souviens-tu de l'accident ?» Il hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. Les souvenirs de cette nuit de Noël étaient encore fragmentés, des éclairs de lumière, des sirènes et la robe rouge d'Esme à l'hôpital. Delilah continua lentement d'ouvrir le dossier. Les médecins ont tout fait, sa voix faillit s'éteindre théâtralement et elle sortit un mouchoir de son sac, essuyant des larmes inexistantes. Marshall sentit son monde commencer à s'effondrer, ses mains tremblant alors qu'il tentait d'atteindre les documents qu'elle tenait. Delilah sortit un certificat de décès soigneusement falsifié et le tendit à son mari. « Esme, elle n'a pas survécu, dit-elle. Les blessures, notre petite princesse, elle est partie. » Marshall poussa un cri primal, un mélange de douleur et de déni qui fit arrêter les enfants au loin de jouer. Ses mains froissèrent le document alors qu'il secouait la tête frénétiquement. « Non, 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 tu mens, ma fille ne peut pas, elle ne peut pas. » Delilah l'enlaça, cachant son visage pour qu'il ne voie pas l'éclat de satisfaction dans ses yeux. « Je suis tellement désolée, mon amour. J'ai essayé de te préparer, j'ai essayé d'attendre le bon moment. Où est-elle » Marshall demanda entre deux sanglots, sa voix brisée par la douleur. Delilah était déjà préparée pour cette question. « Viens avec moi, » dit-elle doucement en l'aidant à se lever du banc. Le chauffeur les attendait. En quelques minutes, ils étaient en route vers le cimetière le plus exclusif de la ville. Tout au long du trajet, Marshall tenait le certificat de décès contre sa poitrine comme si ce bout de papier était la dernière connexion avec sa fille. Le cimetière était un endroit élégant avec des mormons imposantes et des jardins bien entretenus.
Delila guida Marshall parmi les pierres tombales jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une particulièrement récente. Le nom d'Esme était gravé sur le marbre froid avec les dates marquant sa courte vie. Marshall tomba à genoux devant la fausse pierre tombale, ses larmes mouillant l'herbe fraîchement coupée. Delila resta debout derrière lui, une main sur son épaule, jouant parfaitement le rôle de la veuve consolante. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il en sanglotant. Delila s'agenouilla à ses côtés, sa voix mesurée et répétée. « Le médecin a dit que tu ne pourrais pas supporter la nouvelle juste après ton réveil du coma, ton cœur était trop faible. » Elle fit une pause dramatiquement, sortant plus de documents du dossier. « Voici tous les rapports médicaux, le certificat de décès, les papiers funéraires. Je me suis occupé de tout pendant que tu étais inconscient. » Marshall pouvait à peine lire les papiers à travers ses larmes, mais chaque document semblait confirmer son pire cauchemar. Delila avait méticuleusement tout planifié, chaque papier falsifié racontait l'histoire d'une tragédie qui n'avait jamais eu lieu. « Ma petite princesse », murmura-t-il en passant ses doigts sur les lettres gravées sur la pierre tombale. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée. » Delila observait la scène avec une expression parfaitement étudiée de tristesse tout en savourant intérieurement chaque instant de l'angoisse de son mari. Le vent froid du cimetière agitait les fleurs artificielles que Delila avait stratégiquement placées sur la fausse tombe. Marshall resta là, brisé, revivant chaque moment précieux qu'il avait partagé avec sa fille. Delila vérifia discrètement sa montre. Il restait un dernier acte à sa performance cruelle. « Chérie, dit-elle doucement, Esme m'a laissé quelque chose pour toi, quelque chose qu'elle a fait à l'hôpital. » Avant que sa voix ne faiblisse volontairement, elle chercha un dernier objet dans son dossier de documents. De ses doigts tremblants, Delila sortit un dessin froissé du dossier. C'était l'un des derniers devoirs scolaires d'Esme, un dessin coloré d'elle et de son père souriant sous un soleil éclatant. Marshall prit le papier comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde, ses larmes tombant sur les couleurs déjà fanées. « Elle a fait ça pour toi, » dit Delila, sa voix chargée de fausses émotions. « Elle a voulu que tu ne sois pas triste quand tu te réveillerais. » Le retour au manoir Whitmore fut marqué par un silence étouffant. Marshall gardait le dessin près de son cœur, son regard perdu à travers la fenêtre de la voiture. La ville semblait différente maintenant, plus sombre, plus vide. Un monde sans le rire de sa petite princesse. Delila tenait sa main parfaitement, jouant le rôle de la femme consolante tout en savourant intérieurement la façon dont son mari était complètement brisé par le mensonge qu'elle avait construit. En entrant dans la maison, Marshall s'arrêta au milieu du salon, regardant autour de lui comme s'il était dans un endroit étrange. Tout là-bas criait l'absence d'Esme, ses jouets encore éparpillés, attendant un propriétaire que Delila savait ne reviendrait pas de sitôt. « Je n'ai pas eu le cœur de rien changer, » dit-elle, sa voix étudiée se nouant. « Je pensais que tu aimerais décider quoi faire de ces affaires. » Marshall tituba jusqu'au fauteuil le plus proche, s'effondrant dessus comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de son chagrin. Les jours qui suivirent furent un flou de souffrance pour Marshall. Il errait dans la maison comme un fantôme, s'arrêtant souvent dans la chambre d'Esme, touchant ses affaires de main tremblante. Delila gardait sa performance impeccable, toujours proche, toujours consolante, tout en savourant secrètement chaque moment de l'agonie de son mari. La nuit, les cris de Marshall résonnaient dans le manoir, des cauchemars où il revivait l'accident maintenant mêlé aux fausses images que Delila avait plantées dans son esprit sur la mort de sa fille. Un matin, Marshall trouva la robe rouge qu'Esme porterait pour le récital de Noël encore accrochée dans le placard. Ses jambes fléchirent et il tomba à genoux, serrant le tissu contre son visage. Delila le trouva ainsi et s'agenouilla rapidement à ses côtés, ses mains réconfortantes sur ses épaules. « Peut-être vaut-il mieux donner ses affaires » suggéra-t-elle avec délicatesse feinte. « Les autres enfants pourraient. » Elle ne termina pas la phrase, interrompue par les sanglots dévastateurs de Marshall. Le bureau, autrefois son refuge de pouvoir et de contrôle, ressemblait maintenant à une prison pour Marshall. Des piles de documents importants s'accumulaient sans être touchés, rien d'autre ne semblait plus avoir d'importance. Delila s'occupait de tout, assumant de plus en plus le contrôle des affaires et de la vie personnelle de son mari à mesure qu'il s'enfonçait dans sa dépression. « Tu dois te reposer » insista-t-elle avec une fausse inquiétude. « Je m'occupe de tout. » La nuit, seul dans la bibliothèque, Marshall tenait le collier qu'il avait offert à Esme, le seul bijou que Delila lui permettait de garder. Ses mains tremblaient en touchant le petit pendentif, se souvenant du sourire de sa fille lorsqu'elle l'avait reçu en cadeau.
À l'extérieur de la chambre, Delila regardait à travers la fissure de la porte un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres alors qu'elle tapait un message sur son téléphone portable. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Marshall croyait tout cela. Les jours se transformèrent en semaines et Marshall resta immergé dans son chagrin, devenant de plus en plus dépendant de Delila pour tout. Elle gérait ses médicaments, contrôlait ses visites, filtrait ses appels, tout sous prétexte de le protéger dans son moment de fragilité et de douleur. Il ne réalisait pas comment il était manipulé, comment chaque décision qu'il prenait passait désormais par l'examen minutieux de Delila, qui tissait sa toile de plus en plus serrée autour de lui dans le manoir silencieux où les rires d'Esme n'étaient plus que des souvenirs résonnants dans les cauchemars de Marshall. Pendant ce temps, quelque part pas trop loin, une petite fille pleurait seule dans une pièce sombre, appelant un père qui croyait l'avoir perdue pour toujours. Le plan de Delila ne se déroulait pas comme prévu, mais elle avait non seulement brisé le corps de Marshall dans l'accident, mais aussi son esprit, le laissant vulnérable et complètement sous son contrôle. Le soleil s'était déjà couché lorsque Delila arriva au manoir isolé où sa mère gardait Esme. La fille était enfermée dans sa chambre à l'étage, mais elle pouvait entendre le bruit des talons de sa belle-mère résonner dans le hall de marbre. Agnès accueillit sa fille dans le salon où une bouteille de vin rouge était déjà ouverte sur la table basse. Les deux femmes s'installèrent dans les canapés luxueux, leurs expressions tendues révélant que la conversation serait sérieuse. Le plan initial est complètement gâché, commença Delila en se servant un verre généreux. Marshall croyait sa mort, c'était comme une cible facile pour notre histoire. Nous ne pouvons pas simplement apparaître et demander une rançon pour une fille qu'il pense morte. Agnès tapotait de ses ongles rouges le bras du canapé, son visage se contorsionnant d'un air de déplaisir. Esme, qui avait découvert qu'elle pouvait entendre la conversation depuis le salon par une ancienne conduite de ventilation, retint son souffle pour ne manquer aucun mot. Agnès se leva, marchant jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin sombre. Toute notre planification, tout le travail que nous avons fait pour obtenir ce mariage et maintenant nous avons un gamin inutile entre nos mains et aucun moyen d'obtenir l'argent que nous voulions, dit-elle. Delila poussa un rire amer, ses yeux brillant d'une cruauté qui ferait frissonner n'importe qui. Il est complètement détruit, mère. Il ne mange pas, il ne dort pas, il peut à peine travailler. Dans quelques semaines, je pourrai le convaincre de me donner la procuration complète sur l'entreprise. Esme, dans sa chambre sombre, serra son oreiller contre sa poitrine, essayant de se contenir pour pouvoir continuer à écouter. La pièce, déjà effrayante pendant la journée, semblait maintenant encore plus menaçante alors qu'elle commençait à comprendre le véritable danger dans lequel elle se trouvait. En bas, les deux femmes poursuivaient leur conversation sinistre, leur voix montant occasionnellement lorsqu'elles n'étaient pas d'accord sur certains détails de leur plan machiavélique. « Que allons-nous faire de la fille » demanda Agnès, sa voix chargée de mépris. « Nous ne pouvons pas la garder ici pour toujours, c'est trop risqué. » Delila vida son verre de vin, un sourire cruel se formant sur ses lèvres peintes en rouge. « J'ai des contacts dans le sud, des gens qui ne posent pas trop de questions et qui peuvent s'occuper de ce problème. » Le cœur d'Esme se figea en entendant ces mots, comprenant pour la première fois que sa vie était réellement en danger. « Et quand prévoyez-vous de la récupérer » Delila consulta de nouveau son téléphone. « Dès que j'aurai les procurations principales signées, nous ne pouvons risquer que quelque chose tourne mal. Maintenant, Marshall doit continuer à croire que sa petite princesse est morte et enterrée dans ce cimetière. » Les deux femmes rirent, un son qui fit Esme se recroqueviller encore plus dans sa chambre sombre. L'horloge grand-père du salon sonna 22 heures et Agnès se leva pour se servir plus de vin. « La seule chose qui m'inquiète, dit-elle, c'est si la fille essaie de s'enfuir avant, elle a été terriblement calme ces derniers temps. » Delila rejeta la préoccupation d'un geste désinvolte de la main. « Et où irait-elle ? Elle n'est qu'une enfant stupide. De plus, la porte est toujours verrouillée et le mur est trop haut. » Les mots des deux femmes transperçaient l'âme d'Esme comme des poignards aiguisés. Chaque rire, chaque plan cruel qu'elle discutait si calmement augmentait sa détermination à trouver un moyen de s'échapper. Elle traîna son corps jusqu'à la fenêtre de sa chambre, regardant le haut mur qui entourait la propriété. Cela semblait impossible à escalader, mais elle savait qu'elle devrait essayer, sa vie en dépendait. Delila commença à rassembler les documents, les organisant soigneusement dans son dossier. « Je retourne au manoir maintenant, Marshall a probablement encore un de ses cauchemars sur l'accident, dit-elle. C'est toujours bon d'être là pendant ces moments pour s'assurer qu'il continue à dépendre de moi pour tout. » Le mépris dans sa voix en parlant des souffrances de son mari fit ressentir à Esme un mélange de colère et de détermination qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Agnès conduisit sa fille jusqu'à la porte,
faisant des plans pour les prochains jours. Tiens-moi au courant de chaque papier qu'il signe, dit-elle. Et ne t'inquiète pas pour la gamine, je m'assurerai qu'elle ne cause aucun problème jusqu'à ce qu'elle ne soit plus notre responsabilité. Le son de leur rire résonna dans la maison alors qu'Esme, dans sa chambre, commençait à planifier silencieusement son évasion. Après que le bruit de la voiture de Delilah se soit estompé dans la nuit, Esme resta éveillée dans sa chambre, chaque minute semblant des heures. L'obscurité se faisait étouffante, mais elle n'osait pas allumer la lumière. Agnès était toujours furieuse lorsqu'elle la surprenait éveillée après le couvre-feu. Allongée sur son lit dur, la fille essaya de contrôler les tremblements de ses mains alors qu'elle passait mentalement tout ce qu'elle avait entendu. L'idée d'être envoyée dans une ferme éloignée où elle serait forcée de travailler fit trembler son petit corps de peur. À travers la fenêtre barrière, la lune éclairait partiellement la chambre, projetant des ombres dansantes sur les murs. Esme regarda le haut mur du jardin, essayant de mémoriser chaque détail qu'elle pouvait voir pendant la journée lorsqu'Agnès la forçait à faire des travaux lourds dans le jardin. Elle avait remarqué un vieux arbre près du mur, ses branches épaisses semblaient assez solides pour supporter le poids d'un petit enfant. « Pourrais-je y arriver ?» pensa-t-elle, son cœur battant la chamade à la simple idée de la hauteur. Le bruit des pas d'Agnès en bas fit rétrécir encore plus Esme sous les couvertures fines. Elle pouvait entendre la femme plus âgée parler au téléphone, probablement à Delilah, planifiant plus de détails de leur cruelle machination. La voix étouffée atteignit sa chambre. « Oui, elle est enfermée. Non, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse s'échapper dans 2 semaines. Tout sera réglé. » Chaque mot augmentait le désespoir de la fille qui se mordit la lèvre pour retenir ses pleurs. Elle ne pouvait pas laisser paraître qu'elle était éveillée, ne pouvait pas les laisser soupçonner qu'elle savait tout. Les images de son père signant des papiers trompés par Delilah tourmentaient ses pensées. Elle se souvenait comment il disait toujours qu'elle était sa petite princesse courageuse, comment il lui avait appris à affronter ses peurs. « Papa », murmura-t-elle si bas qu'elle pouvait à peine entendre sa propre voix, « je trouverai un moyen de revenir vers toi, je te le promets. » Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, un mélange de peur et de détermination. Le grincement des escaliers fit retenir son souffle. Agnès montait dans sa chambre, ses pas lourds résonnant dans la vieille maison. La fille ferma les yeux, faisant semblant de dormir, tandis qu'elle entendait la clé tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit un instant. Agnès faisait toujours ce dernier contrôle avant de se retirer, satisfaite de voir la prisonnière apparemment endormie. La femme referma de nouveau la porte, le bruit de la clé tournant ressemblait à une sentence pour Esme. Lorsque les pas d'Agnès se furent enfin estompés, Esme rouvrit les yeux. Son esprit travaillait frénétiquement. Pendant la journée, elle avait remarqué qu'un des planchers près de la fenêtre était lâche. C'est là qu'elle avait commencé à stocker de petites choses qui pourraient être utiles, un morceau de pain rassis du dîner, un vieux lacet trouvé dans le jardin, quelques pièces de monnaie qu'elle avait réussi à prendre dans la poche du manteau d'Agnès lors du lessive. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. L'horloge en bas marquait les heures avec un son étouffé, rappelant à Esme que son temps s'écoulait. 2 semaines, avait-elle dit, dans 2 semaines, des gens viendront la prendre pour cette ferme lointaine. La pensée fit se tordre son estomac de peur. Elle devait trouver un moyen de s'échapper avant cela. Mais comment ? Le mur était si haut, les barreaux de la fenêtre si solides, la vigilance d'Agnès si constante. Une voiture passa dans la rue lointaine, ses phares créant des motifs étranges sur le plafond. Esme suivit les lumières du regard, imaginant où cette voiture pourrait aller, rêvant de la liberté qu'elle avait perdue. Elle pensa à son école, à ses amis, à la pièce de Noël qui n'avait jamais eu lieu. Plus que tout, elle pensa à son père, seul dans ce vaste manoir, souffrant de la croyance qu'elle était morte. Endormie enfin commença à la rattraper, mais même en sombrant dans le sommeil, son esprit continuait de travailler. L'arbre dans le jardin, le plancher lâche, les moments où Agnès était distraite par ses feuilletons télévisés. Chaque détail était une pièce de puzzle qu'elle devait résoudre et elle devait le résoudre rapidement, sa vie en dépendait. Sa dernière pensée consciente était une promesse silencieuse à elle-même, « Je serai courageuse. Papa, je trouverai un moyen de revenir vers toi, quoi qu'il en soit. » L'occasion qu'Esme attendait depuis si longtemps arriva enfin un dimanche soir, lorsqu'Agnès s'endormit plus tôt que d'habitude après avoir pris ses somnifères. La fille attendit, comptant les minutes en silence absolu jusqu'à ce qu'elle entende les ronflements de la femme résonner dans le couloir. Avec des mains tremblantes, elle retira le plancher lâche et prit ses quelques affaires, le pain rassis, les pièces de monnaie et le lacet qu'elle avait économisé. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'Agnès ne l'entende même dans son sommeil. Utilisant le vieux lacet,
Esme attacha une extrémité au barreau de la fenêtre et l'autre autour de sa taille mince. Si elle tombait de l'arbre, au moins elle aurait quelque chose à essayer de tenir. Ouvrir la fenêtre fut la partie la plus difficile. Elle avait passé des semaines à mettre de l'huile de cuisson sur les charnières chaque fois qu'elle nettoyait la chambre, mais le vieux métal grinçait encore légèrement. La fille resta figée un instant, attendant de voir si Agnès s'était réveillée. Le silence de la nuit ne fut brisé que par les ronflements lointains. Le vent froid de la nuit lui brûlait le visage alors qu'elle parvenait enfin à se faufiler à travers la fenêtre. L'arbre semblait plus éloigné qu'il n'y paraissait pendant la journée et Esme dut s'étirer autant qu'elle le pouvait pour atteindre la branche la plus proche. Ses petits doigts agrippèrent le bois rugueux alors qu'elle rassemblait tout son courage pour le saut. « Sois courageuse », se murmura-t-elle en se souvenant des paroles de son père. Avec un élan désespéré, elle se propulsa vers la branche. L'impact contre l'arbre faillit lui faire perdre le souffle, mais elle réussit à s'accrocher à la branche de toutes ses forces. Descendre de l'arbre était une torture, chaque mouvement faisait mal à son corps et le moindre craquement d'une brindille la faisait hésiter, son cœur battant presque hors de sa poitrine. Lorsqu'elle atteignit enfin la dernière branche, elle réalisa qu'elle était encore trop haute du sol. Il n'y avait pas d'autre choix, elle devait sauter. Le bruit sourd de sa chute fut amorti par l'herbe, mais ses jambes tremblaient encore de l'impact. Atteindre le mur était la partie la plus effrayante. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là et l'obscurité du jardin semblait tout avaler. Chaque ombre pouvait être Agnès éveillée, chaque bruit pouvait être quelqu'un découvrant sa fuite. Esme utilisait les vignes couvrant le mur comme support, ses petites mains saignant alors qu'elle se forçait à grimper au sommet du mur. Le mur semblait s'éloigner à chaque tentative, mais elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant qu'elle était si proche de la liberté. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet du mur, Esme regarda en bas et sentit son estomac se nouer. De l'autre côté, la rue semblait incroyablement distante. Une chute de cette hauteur pouvait être fatale. Pendant un instant, elle pensa à rebrousser chemin, mais le souvenir de la conversation qu'elle avait entendue entre Delilah et Agnès la fit continuer. Mieux vaut mourir en essayant de s'échapper que d'être emmenée à cette ferme, pensa-t-elle. Rassemblant ses dernières forces pour commencer la descente, la chute de l'autre côté du mur fut plus douloureuse. Esme sentit sa cheville se tordre en touchant le sol et elle dut se mordre la lèvre pour ne pas crier de douleur. Elle était libre, mais venait maintenant la partie la plus difficile, où aller? Elle n'avait jamais été dans cette partie de la ville auparavant et toutes les rues se ressemblaient dans l'obscurité. Elle choisit une direction au hasard et commença à boiter, essayant de s'éloigner le plus possible avant qu'Agnès ne découvre sa fuite. Les rues vides résonnaient de ses pas solitaires alors qu'elle se traînait loin du manoir. Chaque voiture qui passait la faisait se cacher dans les ombres, craignant que ce soit Delilah ou Agnès à sa recherche. Sa cheville lui faisait mal à chaque pas et le froid du petit matin commençait à pénétrer ses vêtements fins. « S'il te plaît, papa » murmura-t-elle en sanglotant, « aide-moi à te trouver. » Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque Esme atteignit enfin une zone plus animée de la ville. Ses pieds lui faisaient tellement mal qu'elle pouvait à peine continuer à marcher. Quelques promeneurs matinaux circulaient déjà dans les rues, mais personne ne semblait remarquer la fille sale et blessée qui se traînait sur le trottoir. Elle s'approcha d'une femme qui installait les tables de son café. Rassemblant son courage pour demander de l'aide, « S'il vous plaît, madame, j'ai faim. » La femme la regarda avec mépris. « Dégage, pauvre gosse, tu vas effrayer mes clients. » Esme recula face à ces mots durs, des larmes coulant sur son visage sale. Elle n'était pas habituée à ce genre de traitement dans sa vie antérieure, tout le monde la traitait comme une petite princesse. Maintenant sale et en haillons, elle n'était plus qu'une autre gamine des rues aux yeux des gens. Fatiguée et affamée, elle se cacha dans une ruelle sombre, grelottant de froid et de peur. « Comment vais-je trouver mon père comme ça ?» pensa-t-elle en se blottissant contre ses genoux. Alors que le soleil se levait sur une ville qui semblait maintenant plus grande et plus effrayante que jamais, le soleil du matin n'apportait aucun réconfort à Esme. Son estomac lui faisait mal de faim, le morceau de pain dur qu'elle avait apporté avait disparu des heures plus tôt avec les quelques pièces qu'elle avait réussi à économiser. Elle avait essayé d'acheter quelque chose dans une boulangerie, mais le commerçant l'avait chassée avant même qu'elle puisse montrer l'argent. « Dégage, on ne veut pas de mendiants qui effraient les clients. » Dès le matin, les gens sur le trottoir détournaient le regard, comme si elle était invisible. Certains traversaient même la rue pour éviter de passer près d'elle. Une femme élégamment vêtue sortit d'un restaurant en portant un sac de reste. Esme s'approcha timidement, ses vêtements sales contrastant avec la tenue soignée de la dame. « S'il vous plaît, je n'ai rien mangé depuis hier. » La femme serra son sac plus près de son corps,
comme si Esme était une petite criminelle. Éloigne-toi de moi, sale chose, tu dois être infesté de maladies. Le gardien de sécurité du restaurant arriva en courant, menaçant d'appeler la police si elle ne disparaissait pas immédiatement. L'odeur de la nourriture provenant des restaurants était une torture constante. Esme erra dans les rues, ses jambes devenant plus faibles à chaque pas. Lorsqu'elle essaya de boire de l'eau d'une fontaine publique, un homme la poussa. « Ce n'est pas pour toi, va boire ailleurs, espèce de gamine. » Elle faillit tomber au sol, choquée, les larmes se mêlant à la saleté sur son visage alors qu'elle se traînait loin. Un groupe d'enfants sortis d'une école privée, portant des boîtes à lunch et des sacs à dos coûteux. Esme reconnut l'uniforme, il était similaire à celui qu'elle portait dans sa vie antérieure. L'une des filles la remarqua et pointa du doigt en riant. « Regarde ça, comment quelqu'un peut-il vivre comme ça ?» Les autres enfants se joignirent à la moquerie, certains allant jusqu'à vomir en passant près d'elle. Les parents présents jetèrent des regards de mépris, comme si sa simple présence pouvait contaminer leurs enfants parfaitement propres. Le soleil de l'après-midi était implacable et Esme chercha refuge sous un auvent. Le propriétaire du magasin sortit furieux, jetant un seau d'eau sur l'endroit où elle était assise. « Va dormir ailleurs, ce n'est pas un refuge. » Trempée et grelottante, elle tituba le long du trottoir, les gens se faufilant pour lui faire de la place comme si elle portait une maladie contagieuse. Une femme tira même sa petite fille en s'excusant assez fort pour qu'Esme m'entende. « Ne regarde pas cette fille, ma chérie, elle doit être un peu droguée, désespérée de nourriture. » Esme s'approcha d'un stand de fruits, le vendeur était distrait avec d'autres clients et elle pensa prendre juste une pomme. Avant qu'elle ne puisse atteindre le fruit, elle sentit une main forte lui saisir le bras. « Ah, petite voleuse, pensait-elle, je ne t'ai pas vue. » L'homme lui secoua un chiffon pour la chasser comme un animal, attirant l'attention des passants. « Je vais appeler la police, tu apprendras qu'un endroit pour les clochards est la prison. » À la tombée de la nuit, le froid commença à s'infiltrer à travers ses vêtements encore humides. Esme trouva une vieille boîte en carton dans une ruelle et tenta de s'abriter, mais fut expulsée par d'autres sans-abri. « Cet endroit est à nous, espèce de gamine, trouve ton coin ailleurs. » Elle boita loin, sa cheville foulée pulsant de plus en plus. Les lumières des restaurants et des magasins projetaient des ombres inquiétantes et chaque passant semblait une menace potentielle. L'épuisement commençait à la submerger lorsque, enfin, elle trouva un endroit pour se cacher, une fissure entre deux bâtiments partiellement couvertes par une vieille bâche. Son estomac gargouillait douloureusement et la soif était presque insupportable. Les quelques pièces qu'elle avait apportées étaient inutiles. Personne ne voulait accepter d'argent des mains sales d'une gamine des rues. « Papa, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « comment vais-je te trouver comme ça? Personne ne veut même me regarder. » Une sirène de police retentit à proximité, faisant reculer Esme davantage dans son abri. Elle ne pouvait pas être trouvée, si la police la capturait, elle serait sûrement renvoyée chez Delilah et Agnès. La nuit semblait encore plus froide que la précédente et les bruits de la grande ville étaient terrifiants pour une fille habituée au silence des mansions luxueuses. Chaque ombre pouvait être un danger, chaque pas sur le trottoir quelqu'un venu pour la blesser. « Quelqu'un, s'il vous plaît, » supplia-t-elle en silence, « quelqu'un doit me croire. » La nuit en ville était différente de tout ce qu'Esme avait jamais vécu. L'espace entre les bâtiments où elle s'était cachée n'offrait aucune protection contre le vent glacial qui tranchait à travers ses vêtements fins. Des sons étranges résonnaient dans la rue, des rires bruyants d'ivrogne, des bagarres lointaines, des chiens qui aboyaient, des sirènes occasionnelles. Chaque bruit la fit reculer davantage, imaginant que cela pourrait être Agnès ou Delilah à sa recherche. Son corps tremblait incontrôlablement, à la fois de froid et de peur. Un groupe d'adolescents passa dans la rue en riant bruyamment et en bottant des canettes vides. L'un d'eux remarqua le mouvement dans la fissure sombre où Esme se cachait. « Il y a quelqu'un là-bas. » Ils s'approchèrent, téléphone portable et lampe de poche pointées dans sa direction. La fille tenta de se cacher davantage, mais il n'y avait nulle part où courir. « Regarde, c'est juste une gamine sale », l'un d'eux rit. Un autre ramassa une bouteille vide et la lui lança. « Dégage, sale chose, ce quartier n'est pas fait pour les mendiants. » Le verre se brisa près d'elle, certains éclats coupant ses bras déjà meurtris. La faim était une douleur constante dans son estomac, mais pire que cela, c'était la soif. Ses lèvres étaient fendillées et sa gorge brûlait. Une légère bruine commença à tomber et Esme étendit ses petites mains sales, essayant d'attraper quelques gouttes à boire. Le carton qu'elle utilisait pour s'abriter devint bientôt trempé, la rendant encore plus froide et misérable. « Comme j'aimerais être à la maison. »
pensa-t-elle en se souvenant de sa chambre chaude et confortable, des étreintes de son père, même le lit dur d'Agnès semblait maintenant un luxe. Un chien errant s'approcha en reniflant l'odeur des larmes et du désespoir. Esme se raidit d'abord, mais l'animal semblait aussi perdu qu'elle. Timidement, elle tendit la main pour le caresser, désespérée de tout réconfort. Le chien s'approcha, sa fourrure mouillée frôlant ses jambes. Pendant un instant, elle se sentit un peu moins seule, mais ensuite de lourds pas approchèrent et l'animal s'enfuit effrayé, la laissant dans sa solitude absolue. Les premières heures du matin s'étiraient, chaque minute semblant une éternité. Esme luttait contre le sommeil, s'assoupir signifierait devenir vulnérable et elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. Mais ses yeux étaient lourds, sa tête battait de faim et de fatigue. Dans ces moments de quasi-conscience, elle rêva de son père. Elle le vit pleurer dans son manoir vide, trompé par Delilah, croyant que sa petite princesse était morte. « Je suis vivant, pourquoi personne ne me croit ?» murmura-t-elle entre deux sanglots. Une voiture de luxe roulait lentement dans la rue. Pendant un instant terrifiant, Esme pensa que cela pourrait être la voiture de Delilah. Elle se recroqua si étroitement, ses côtes lui faisant mal, retenant son souffle jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au tournant. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser à chaque minute. La peur d'être retrouvée par ses bourreaux se battait avec la peur de ne jamais être retrouvée par quelqu'un qui se souciait d'elle. Le froid matinal était impitoyable, s'infiltrant jusque dans ses os. Ses vêtements mouillés collaient à son petit corps battu et elle ne pouvait pas arrêter de trembler. Un homme ivre trébucha près d'elle, faillit tomber sur elle. « Dégage de là, espèce de parasite !» cria-t-il en bottant le carton qui était son seul abri. Esme se traîna plus profondément dans la fissure, son cœur battant de peur. Les gens qui autrefois la traitaient comme une princesse la voyaient maintenant comme moins qu'un animal errant. Les premiers rayons de soleil trouvèrent Esme dans un état pitoyable. Ses cheveux, autrefois toujours bien coiffés, étaient emmêlés et sales. Ses vêtements déchirés et boueux la protégeaient à peine du froid. Ses pieds à l'intérieur de chaussures trempées étaient couverts d'ampoules. Mais pire que tout inconfort physique était la douleur dans son cœur, la douleur de savoir que son père souffrait, croyant un mensonge, alors qu'elle errait dans les rues, invisible au monde. La ville s'éveillait pour une nouvelle journée. Les gens pressés se ruaient sur les trottoirs, certains parlant sur leur téléphone portable coûteux, d'autres portant du café dans des gobelets jetables qui coûtaient plus que toutes les pièces qu'Esme avait réussi à collecter. Personne ne regardait vers la fissure sombre où une fillette de 6 ans luttait contre la faim et le sommeil. C'était comme si elle avait cessé d'exister dès l'instant où elle était devenue une mendiant. Le bruit d'un camion poubelle à proximité fit qu'Esme s'éveilla de sa torpeur. Les gens commençaient à ouvrir leurs magasins et elle savait qu'elle devait partir avant d'être expulsée à nouveau. Mais où aller ? Comment survivre un autre jour dans ces rues cruelles ? Comment trouver son père alors que tout le monde la traitait comme si elle était invisible ? Se traînant hors de son abri, elle leva les yeux vers le ciel matinal, une dernière larme roulant sur son visage sale. « Je dois être forte », se murmura-t-elle, « je dois survivre jusqu'à ce que je trouve mon père, il doit savoir que je suis vivante. » Agnès se réveilla plus tard que d'habitude ce matin-là, la tête lourde des somnifères de la nuit précédente. Le silence dans la maison fut immédiatement perturbé. Normalement, elle aurait déjà entendu Esme faire ses corvées du matin. Elle monta les escaliers en tapant du pied, prête à punir la fille pour sa paresse. « Espèce de sale parasite, il est bien trop tard », les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre et trouva le lit vide. La pièce était en désordre complet, la fenêtre ouverte laissant entrer le vent froid du matin, les rideaux flottant comme des fantômes. Agnès courut à la fenêtre, les yeux s'écarquillant en voyant le lacet toujours attaché au lit. Non, non, non. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone pour appeler Delilah. De l'autre côté de la ligne, sa fille dormait encore, inconsciente du désastre en cours. « Delilah, cette sale fille s'est enfuie, elle a réussi à s'échapper », dit-elle en marmonnant entre deux sanglots. Delilah arriva au manoir en un temps record, sa voiture crissant dans l'allée. Son visage normalement composé était tordu par la colère et la peur. Les deux femmes cherchaient frénétiquement dans la pièce, à la recherche d'indices. Agnès trouva la planche de bois lâche révélant le petit abri d'Esme. « Regarde ça, cette petite parasite a tout planifié », cria-t-elle en donnant des coups de pied dans le bois avec colère. Delilah examina les barreaux de la fenêtre, remarquant l'huile sur les charnières. Cette petite rate a dû passer des semaines à préparer ça. La panique commençait à s'emparer des deux femmes. Agnès faisait les 100 pas en se tirant les cheveux. Si elle est retrouvée, si quelqu'un la reconnaît, Delilah l'interrompit d'une gifle sur la table. « Tais-toi, mère.
nous devons réfléchir. Mais son propre visage trahissait la peur qu'elle ressentait. Tout son plan minutieux pouvait se défaire si Esme était retrouvée et racontait son histoire. « Ça fait combien de temps que tu l'as vu pour la dernière fois ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. Agnès lutta pour se souvenir à travers le brouillard des somnifères de la nuit précédente. « Non, pas ce soir. À l'heure du dîner, je lui ai donné à manger et j'ai fermé sa chambre comme d'habitude, » répondit-elle. Delila examina de nouveau la fenêtre, calculant mentalement. Donc, elle a plusieurs heures d'avance, elle pourrait être n'importe où dans la ville maintenant. La pensée fit pâlir les deux femmes. Une enfant de 6 ans seule dans les rues, portant un secret qui pouvait les détruire. Le bruit d'une voiture passant les fit courir toutes les deux vers la fenêtre. Chaque véhicule pouvait être la police, chaque personne sur le trottoir pouvait avoir vu Esme. Delila attrapa rapidement son téléphone et composa un numéro. « Je dois obtenir quelques contacts pour la chercher, mais cela doit être discret, personne ne peut savoir qui elle est. » Agnès continua de faire les 100 pas, marmonnant sans arrêt. « Et si elle a déjà trouvé quelqu'un? Et si elle leur a déjà tout dit? Nous serons arrêtés, dit-elle. » Delila serra fermement les bras de sa mère, la secouant. « Calme-toi, cette gamine est seule dans les rues, sale et effrayée. Personne ne va croire qu'une petite môme est en difficulté. » Mais même en disant cela, son propre cœur battait de peur. Tous ses plans, tout l'argent qu'elle était sur le point d'obtenir de Marshall, tout dépendait de trouver Esme avant qu'il ne soit trop tard. Les premiers contacts de Delila commencèrent à revenir, elle organisa une recherche silencieuse dans la ville, promettant des récompenses généreuses à quiconque trouverait la fille. Agnès réussit finalement à se calmer suffisamment pour penser clairement. « Et Marshall, que vas-tu lui dire s'il te demande pourquoi tu n'es pas au manoir aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Delila esquissa un sourire froid. « Ne t'inquiète pas pour lui, il est tellement dévasté en pensant que sa fille est morte qu'il ne remarque à peine quand je suis parti. » Les deux femmes descendirent aux cuisines, ayant besoin de planifier leurs prochaines étapes. Agnès prépara un café fort tandis que Delila étalait une carte de la ville sur la table. « Elle ne peut pas être allée loin, » murmura-t-elle, marquant des zones pour ses contacts à rechercher une petite fille seule sans argent. « Elle doit être dans une ruelle proche. » Mais sa voix trahissait l'incertitude qu'elle ressentait. Au fond d'elle, elle savait que chaque minute qui passait était une minute de plus pour qu'Esme s'éloigne, pour qu'elle trouve peut-être quelqu'un qui croirait à son histoire. Agnès versa 2 tasses de café fumant sur la table de ses mains tremblantes. Et si elle réussit à atteindre Marshall et lui dit qu'elle est vivante? Delila leva les yeux de la carte, son visage masqué par une détermination cruelle. Elle ne le sera pas, nous allons trouver cette petite parasite avant, même si nous devons fouiller chaque ruelle de cette ville. Et quand nous la trouverons, sa voix se réduisit à un murmure menaçant, elle regrettera d'avoir essayé de s'enfuir. Marshall passa une autre journée consumée par son chagrin. Les couloirs vides résonnaient des souvenirs d'Esme, chaque coin de la maison gardant des souvenirs qui le torturaient maintenant. Assis dans son bureau, il regardait une pile de jouets et de vêtements de sa fille qu'il ne pouvait toujours pas se résoudre à donner. La pensée d'autres enfants utilisant les affaires de sa petite princesse le faisait toujours repousser cette décision. Mais ce matin-là, quelque chose de différent commença à bouger dans son cœur dévasté. « Monsieur, j'ai apporté votre plateau de petit déjeuner », dit la gouvernante en posant le repas intact à côté de plusieurs autres. Marshall mangeait à peine depuis qu'il avait appris la mort d'Esme. Ses yeux rouges et sans sommeil étaient fixés sur les jouets. Combien d'enfants dans les rues n'ont jamais eu de cadeau de Noël, pensa-t-il, se rappelant à quel point sa fille avait toujours été privilégiée. Une idée commença à se former dans son esprit. Peut-être pourrait-il honorer la mémoire d'Esme en faisant quelque chose de significatif. La décision de se déguiser vint naturellement. Marshall ne voulait pas d'attention médiatique, ne voulait pas que ses actes de charité fassent les gros titres sur le gentil millionnaire qu'il était. Il voulait juste avoir l'impression de faire quelque chose que sa fille approuverait, quelque chose qui pourrait donner le moindre sens à ses jours vides. Dans son placard, il ignora les costumes coûteux et commença à rassembler de vieux vêtements usés qu'il portait lors de ses rares voyages à la campagne. Ses mains tremblaient alors qu'il appliquait une fausse barbe et du maquillage pour dissimuler ses traits reconnaissables. Dans le miroir, un homme méconnaissable le regardait en retour, quelqu'un qui pourrait se fondre parmi les moins fortunés. « Est-ce ce que tu aurais voulu, princesse ?» murmura-t-il en se regardant, imaginant le sourire fier qu'Esme aurait eu en le voyant aider d'autres enfants. La douleur dans sa poitrine était toujours insupportable, mais maintenant il avait un but, aussi petit soit-il.
Le seul membre du personnel qui connaissait son plan chargea l'arrière d'une camionnette sans prétention avec les dons que Marshall avait soigneusement sélectionnés. Des vêtements chauds, des jouets en bon état, des couvertures et même quelques aliments non périssables. « Où aller en premier, monsieur ?» demanda le chauffeur. Marshall regarda par la fenêtre le ciel couvert vers les endroits où personne d'autre ne va, où les gens ont le plus besoin d'aide. Alors que la camionnette traversait les rues les plus pauvres de la ville, Marshall sentit son cœur se serrer. Chaque enfant qu'il voyait lui rappelait Esme, chaque visage sale et affamé lui faisait penser à combien sa fille avait été bénie d'avoir tant. « Arrêtez-vous ici », ordonna-t-il lorsqu'il aperçut un groupe de sans-abri abrités sous une tente. Ses jambes tremblaient alors qu'il sortait de la voiture. C'était la première fois qu'il quittait vraiment la maison depuis qu'il avait appris la mort de sa princesse. D'un pas hésitant, Marshall commença à distribuer les premiers cadeaux. Les expressions de surprise et de gratitude sur les visages des gens le touchèrent, mais il gardait la tête baissée, cachant les larmes qui menaçaient obstinément de tomber. Une vieille dame lui serra les mains en recevant une couverture chaude. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » « Quelques personnes regardaient également pour nous, dit-elle. Marshall hocha simplement la tête, la gorge trop serrée pour répondre. À chaque arrêt, à chaque cadeau distribué, Marshall sentait une petite étincelle de vie revenir dans son cœur dévasté. Ce n'était pas du bonheur, il doutait de pouvoir le ressentir de nouveau sans sa fille, mais c'était un but, quelque chose pour le maintenir en fonctionnement, pour l'empêcher de se perdre complètement dans son chagrin. « Tu serais fière, ma princesse », pensa-t-il en regardant un enfant serrer joyeusement un ours en peluche très similaire à celui qu'Esme avait tant aimé. La camionnette continua son chemin à travers la ville, s'arrêtant dans des ruelles et des passages souterrains où les plus démunis s'abritaient. Marshall distribuait les cadeaux mécaniquement, mais chaque sourire qu'il recevait en retour était comme un petit pansement sur son cœur brisé. « Vous êtes un ange, monsieur », dit une mère en recevant des vêtements chauds pour ses enfants. Marshall secoua la tête, sa voix rauque d'émotion. « Non, juste quelqu'un qui essaie d'honorer la mémoire d'un ange que j'ai perdu. » Le soleil commençait à se coucher lorsque la camionnette arriva sur une place où plusieurs sans-abri s'abritaient. Marshall avait déjà distribué la plupart des cadeaux, mais il restait encore quelques poupées et vêtements chauds dans le coffre. Son déguisement était parfait. Personne ne pouvait imaginer que cet homme humble au look négligé et à la barbe hirsute était l'un des hommes d'affaires les plus riches des États-Unis. En approchant du groupe, il remarqua plusieurs enfants jouant près d'un banc cassé. Le vent froid de l'après-midi faisait bruisser les feuilles des arbres alors que Marshall commençait à distribuer les derniers cadeaux. Pour chaque enfant, il essayait de choisir quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait apporter un peu de joie à leur vie difficile. Une fille reçut un manteau rouge et sourit, faisant se serrer son cœur. C'était la même couleur qu'Esme portait la nuit de l'accident. Il dut se détourner un moment, dissimulant les larmes qui menaçaient de tomber. Les gens se pressaient autour de lui, reconnaissant pour les cadeaux inattendus. Marshall gardait la tête baissée, évitant de regarder directement leur visage. Chaque enfant qu'il voyait rendait sa douleur encore plus insupportable. Dans ses mains, il tenait la dernière poupée qu'il avait apportée. C'était une simple poupée en chiffon, mais elle avait été l'une des préférées d'Esme quand elle était plus jeune. Il hésita longtemps avant de l'inclure dans les dons. C'est alors qu'il remarqua une petite silhouette penchée près d'un arbre, un peu à l'écart des autres. La fille était sale et ses cheveux foncés étaient emmêlés, mais quelque chose dans sa posture solitaire le toucha profondément. Marshall s'approcha lentement, tenant la poupée avec précaution. L'enfant gardait le visage baissé, serrant ses genoux contre sa poitrine comme si elle essayait de se protéger du monde. « Petite », appela-t-il doucement, sa voix étranglée par l'émotion de la journée. « J'ai un cadeau pour toi. » Il s'agenouilla devant la fille, tendant la poupée vers elle. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la place et le vent faisait tourbillonner les feuilles sèches autour d'eux. Pendant un instant, tout sembla se taire. La fille leva lentement le visage et ses yeux croisèrent ceux de Marshall. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, quelque chose qui fit arrêter son cœur pendant une seconde avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il ressentait. La voix de l'enfant perça l'air comme un murmure qui allait tout changer. « Papa, je sais que c'est toi. » Le monde sembla se figer à cet instant. Marshall resta paralysé, la poupée tremblant dans ses mains alors que son cerveau essayait de comprendre ce qui se passait. Les yeux de la fille, ces yeux qu'il connaissait si bien, le regardaient à travers la saleté et la fatigue. Esme, sa voix sortit comme un murmure étranglé, le déguisement de sa fausse barbe frôlant son visage tremblant. « Ma princesse, c'est toi ?» Esme se jeta dans les bras de son père avec une telle force qu'ils faillirent tomber.
Marshall la serra comme si sa vie en dépendait, sentant le petit corps fragile de sa fille se serrer contre sa poitrine. Ses larmes commencèrent à tacher le maquillage de son déguisement, mais il n'en avait plus rien à faire. « Tu es vivante », répéta-t-il en sanglotant, ses mains tremblant alors qu'il caressait les cheveux emmêlés de sa fille. « Oh mon Dieu, tu es vivante !» Le chauffeur, sentant la situation, rapprocha rapidement la camionnette pour les protéger des regards indiscrets. Marshall prit Esme dans ses bras, sentant à quel point elle était légère et fragile, et la porta dans le véhicule. Ses jambes pouvaient à peine le soutenir alors qu'il marchait, la réalité du moment le frappant par vagues successives de choc et de joie. « Papa », répétait Esme sans cesse, ses petites mains s'accrochant fermement à sa chemise déchirée comme si elle avait peur qu'il disparaisse à l'intérieur de la camionnette. Marshall put enfin bien regarder sa fille. Son cœur se brisa à la vue des ecchymoses, des vêtements sales et déchirés, des pieds blessés dans des chaussures usées. « Qu'est-ce qu'on t'a fait, ma princesse ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion et de colère croissante. Esme tremblait dans ses bras, à la fois d'émotion et d'épuisement. Le chauffeur alluma le chauffage et lui tendit une bouteille d'eau que la fille but avidement. Delilah Esme commença à parler, mais sa voix faiblit. Marshall la serra plus fort, sentant son petit cœur battre la chamade. Les souvenirs des derniers mois commencèrent à se recoller dans son esprit comme les pièces d'un puzzle. L'accident, le coma, les funérailles supposées, le chagrin dévastateur qu'il avait ressenti en croyant que sa princesse était morte. « Dis-moi tout, mon amour », murmura-t-il en essuyant les larmes du petit visage sale de sa fille. « Papa est là maintenant, personne ne va plus te faire de mal. » Esme commença à raconter son histoire à travers des sanglots. La captivité chez Agnès, les mauvais traitements, l'évasion désespérée, les jours passés dans les rues. À chaque mot, Marshall sentait son cœur se serrer davantage, un mélange de culpabilité de ne pas avoir réalisé le plan diabolique et de rage grandissante contre tout ce que sa petite avait enduré. « Ils t'ont fait croire que j'étais morte », dit Esme d'une petite voix chargée de tristesse. « Je les ai entendus dire qu'ils voulaient ton argent, papa. » Le chauffeur conduisait sans but à travers la ville, gardant ses distances des zones bondées tandis que père et fille se retrouvaient. Marshall retira la fausse barbe et essuya son visage, se révélant pleinement à Esme. Les larmes continuaient de couler alors qu'il examinait chaque ecchymose, chaque marque que sa princesse portait. « Je suis désolé, mon amour », sa voix se brisa sous l'émotion. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé, de croire à un téléphone portable. » Un téléphone commença à sonner, interrompant le moment. Marshall regarda l'écran et son sang se glaça, c'était Delilah. Esme se recroquevilla au son de la sonnerie, s'agrippant encore plus fort à son père. « C'est son père », murmura-t-elle avec peur. « Elle me cherche. Elle et Agnès me cherchent dans toute la ville. » Marshall regarda sa fille, puis le téléphone qui continuait de sonner. Son visage se transforma en un masque de détermination féroce. « Ne t'inquiète pas, ma princesse, ce sont à nous de les faire payer pour tout, » dit-il. Marshall prit une profonde inspiration, tentant de contrôler le tremblement dans sa voix avant de répondre au téléphone. Esme se blottit sur le siège de la camionnette, ses grands yeux fixés sur l'appareil dans la terreur. « Salut ma chérie », la voix mielleuse de Delilah vint de l'autre côté. « Je suis passé chez toi et je ne t'ai pas trouvé, je me suis inquiété, » continua-t-elle. Marshall serra le volant si fort que ses jointures blanchirent, se forçant à garder sa voix calme. « J'avais besoin de prendre l'air, de clarifier ma tête, mais tu n'as pas quitté la maison depuis des semaines, » poursuivit Delilah sur un ton à peine dissimulé d'anxiété dans sa voix. « Tout va bien ?» Marshall regarda Esme, qui tremblait légèrement à ses côtés, et sentit une vague de haine si intense qu'il eut du mal à respirer. « Elle me manque vraiment aujourd'hui, » réussit-il à dire, sa voix étranglée, mais pas pour la raison qu'elle pensait. J'avais besoin de bouger un peu. Delilah prit le relais pour jouer son rôle d'épouse dévouée. « Oh chérie, je comprends que ça doit être si dur, » dit-elle d'une voix faussement douce, faisant tourner l'estomac de Marshall. Esme s'approcha un peu plus de son père, cherchant protection. Au son de la voix de sa belle-mère, Marshall la serra dans une étreinte à un bras, sentant le petit corps de sa fille trembler. « Oui, c'est dur, » répondit-il sèchement, chaque mot et chaque effort pour ne pas crier reflétant toutes les vérités qu'il venait de découvrir. « Veux-tu que je vienne te chercher ?» demanda Delilah, et Marshall pouvait imaginer son faux sourire de l'autre côté de la ligne. « Nous pouvons visiter sa tombe ensemble. » En entendant cela, Esme étouffa un sanglot et Marshall dut couvrir le téléphone un instant pour que Delilah n'entende pas la mention de la fausse tombe. Maintenant qu'il connaissait toute la vérité, son sang bouillait. « Non », répondit-il trop rapidement, puis adoucit son ton. «
Non, j'ai besoin de ce moment seul. La conversation continua pendant quelques minutes agonisantes avec Delilah distillant de faux mots de réconfort tandis que Marshall luttait pour garder sa voix stable. Chaque « mon amour » de sa part ressemblait à un coup de poignard, chaque mention de la mort d'Esme était comme du poison dans ses oreilles. Le chauffeur continuait de conduire autour de la ville, gardant ses distances des endroits que Delilah fréquentait autrefois. « Je serai de retour à la maison plus tard », parvint finalement à dire Marshall. « J'ai besoin de réfléchir un peu. » « Bien sûr, mon amour, » répondit Delilah, sa voix trahissant maintenant un soupçon de soulagement. « Ne prends pas trop de temps, d'accord ? Tu sais à quel point je m'inquiète. » Marshall regarda Esme, les ecchymoses sur ses bras, ses vêtements sales et déchirés, la peur toujours présente dans ses yeux. L'inquiétude de Delilah était aussi fausse que la tombe vide au cimetière. « Ne t'inquiète pas, » répondit-il d'une voix glaciale. « Je serai à la maison quand tu attendras le moins. » Après avoir raccroché, Marshall jeta le téléphone sur le siège avec violence, laissant enfin toute sa rage émerger. Ses mains tremblaient, non plus d'émotion, mais d'une fureur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tout le chagrin, toute la douleur qu'il avait ressentie ces derniers mois se transformaient en une haine écrasante. Esme, effrayée par l'explosion de son père, toucha doucement son bras. « Papa » murmura-t-elle. Marshall se tourna vers elle, se forçant à adoucir son expression. « Je suis désolé, princesse, c'est juste que... » Sa voix faillit, cette femme. Marshall réussit finalement à dire chaque mot chargé de venin. « Elle paiera pour chaque larme que tu as versée, elle et sa mère regretteront amèrement le jour où elles ont décidé de nous faire du mal. » Esme se blottit plus près de lui, cherchant la chaleur et la protection qu'elle avait tant manqué. Le chauffeur, qui observait tout à travers le rétroviseur, demanda discrètement « Où allons-nous maintenant, monsieur ?» Marshall regarda sa fille, puis la ligne d'horizon de la ville, son visage transformé en un masque de détermination féroce, et répondit. « Un endroit sûr. » Il avait quelques appels importants à passer. La camionnette se gara dans un hôtel discret en périphérie de la ville. Marshall regarda Esme dormir sur le siège arrière, épuisée après tout ce qu'elle avait vécu. Chaque souffle doux de sa fille, chaque marque sur son petit visage meurtri alimentait la tempête grandissante dans son cœur. Les derniers mots doux et faux de Delilah résonnaient encore dans ses oreilles, se transformant en bile dans sa bouche. Des mois de deuil, des nuits sans fin à pleurer la perte de sa princesse, tout basé sur un mensonge cruel et calculé. Les souvenirs commencèrent à envahir son esprit comme des éclairs douloureux, Delilah le réconfortant lors des funérailles factices, prétendant pleurer en jetant de la terre sur le cercueil vide, lui apportant des somnifères quand les cauchemars le gardaient éveillé. Chaque moment de faux réconfort, chaque mot de fausse compassion faisait partie d'un plan diabolique. Ses mains se serrèrent en poing si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, mais il ne ressentait à peine la douleur physique. Ce n'était rien comparé à l'agonie qui se transformait maintenant en une fureur froide. Le visage de sa fille racontait une histoire de souffrance qu'il avait à peine supporté de regarder, les yeux enfoncés de quelqu'un qui avait été affamé, les ecchymoses violettes sur ses petits bras, la peur toujours présente même dans son sommeil. Esme bougeait sans cesse, murmurant dans ses rêves, et Marshall dut retenir un sanglot de rage. Sa princesse, sa seule fille, avait été retenue captive, forcée de travailler comme une esclave, puis abandonnée dans les rues, tandis qu'il pleurait devant une tombe vide. Les signatures qu'il avait données à Delilah ces derniers jours, les documents qu'il avait à peine lus à travers ses larmes, tout avait maintenant du sens. Chacun de ses sourires cachait un serpent venimeux, chaque geste d'affection masquait un esprit criminel. Marshall pouvait sentir la bile monter dans sa gorge en se rappelant comment elle l'avait manipulé dans ses moments les plus vulnérables, utilisant son chagrin comme une arme contre lui-même. Le deuil qu'il avait consumé se transformait en quelque chose de plus sombre, de plus puissant. Les derniers mois avaient passé comme un film dans son esprit, les nuits blanches, les jours perdus dans l'obscurité de la dépression, le vide insupportable qu'il avait ressenti en croyant que sa fille était morte. Toute cette souffrance avait été orchestrée, chaque moment de désespoir soigneusement planifié par Delilah et sa mère. L'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle avait-il jamais été réel ? Maintenant, il s'était transformé en une haine si profonde qu'elle faisait mal physiquement. Alors qu'Esme se retournait à nouveau dans son sommeil, un petit gémissement s'échappait de ses lèvres. Marshall s'approcha, ajustant la couverture sur elle et remarqua les marques de cordes sur ses poignets, preuve de la façon dont elle avait été attachée lors de son évasion. Quelque chose en lui claqua, comme de la glace qui se brise. La douleur qui l'avait paralysé pendant des mois se cristallisa en une détermination glaciale.
Ses larmes se tarirent, remplacées par un feu froid dans ses yeux. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres oranges à travers les fenêtres de la camionnette. Marshall regarda l'horizon, son visage un masque de pierre. Chaque moment de faiblesse qu'il avait montré ces derniers mois avait été utilisé contre lui, chaque larme qu'il avait versée avait été une source de satisfaction pour ces femmes cruelles. La colère grandissait en lui comme une vague sombre balayant tout le reste. Dans son sommeil, Esme chuchota « Papa ». Sa petite main chercha instinctivement la sienne. Marshall entremêla ses doigts avec les siens, sentant à quel point ils étaient calleux à cause du travail forcé. Chaque callosité témoignait de la cruauté de Delilah et Agnès, chaque marque sur sa peau une accusation silencieuse contre celle qui aurait dû prendre soin d'elle. La haine pulsait dans ses veines comme un poison glacé. Le chauffeur revint avec des vêtements propres et de la nourriture pour Esme. Marshall examina les articles d'un regard dur. Sa fille, héritière d'une des plus grandes fortunes d'Amérique, réduite à avoir besoin d'aide de base. La transformation en lui était complète. L'homme brisé par le chagrin était mort, remplacé par quelqu'un poussé par une fureur froide et calculée. Delilah avait volé des mois de sa vie, des mois de la vie de sa fille, et chaque seconde serait remboursée. Le téléphone vibra à nouveau, un autre message de Delilah demandant quand il rentrerait à la maison. Marshall regarda l'écran avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La femme qui avait détruit sa vie, qui avait torturé sa fille, croyait encore qu'elle avait le contrôle sur lui. Elle ne savait pas encore que son propre piège s'était refermé, que sa mascarade avait pris fin. Le dernier rayon de soleil disparut à l'horizon, ne laissant que l'obscurité, une obscurité qui reflétait parfaitement ce qui habitait désormais le cœur de Marshall. L'horloge du manoir Whitmore sonna 21h alors que la voiture de Marshall passait par les portes. Delilah était dans le salon, marchant nerveusement d'avant en arrière, son téléphone portable en main, essayant toujours de localiser Esme. Le bruit du moteur la fit courir vers la fenêtre. Enfin, son mari était de retour. Elle répéta son meilleur sourire d'épouse inquiète, prête pour une autre de ses performances de conjoint dévoué. La porte d'entrée s'ouvrit violemment, forçant Delilah à reculer instinctivement. Marshall entra en premier, son visage un masque de fureur contrôlée qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mais c'était la petite silhouette derrière lui qui fit geler le sang de Delilah dans ses veines. Esme, maintenant propre et en vêtements neufs, tenait fermement la main de son père. « Non, ce n'est pas possible », balbutia Delilah, toute la couleur s'évanouissant de son visage. Marshall fit un pas en avant, ses yeux verrouillés sur Delilah comme un prédateur observant sa proie. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère » dit-il d'une voix glaciale. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Esme se pressa plus près de son père, ses yeux remplis de peur à la vue de sa belle-mère. Delilah trébucha en arrière, ses jambes faiblissant, mais elle tenta de parler malgré elle. « dit-elle, ses mots embrouillés alors que son plan parfait s'effondrait devant ses yeux. La pièce commença à tourner autour de Delilah, ses mains cherchant le canapé pour se soutenir alors que son esprit tentait de traiter la scène devant elle. La fille qui aurait dû être enfermée chez sa mère, l'enfant dont elle avait si soigneusement organisé les funérailles factices, était là, vivante, s'agrippant à la main du père qu'elle avait manipulé pendant des mois. « Ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas !» Ces derniers mots sortirent en un murmure avant que ses yeux ne roulent en arrière et qu'elle ne s'effondre sur le sol du salon. Le bruit de son corps heurtant le sol en marbre résonna à travers le manoir. Marshall ne fit aucun geste pour l'aider, ses yeux durent fixés sur la femme inconsciente qui avait détruit sa vie. Esme sursauta en voyant Delilah tomber, des souvenirs de mauvais traitements encore frais dans son esprit. « C'est bon, princesse », murmura Marshall à sa fille, sa voix douce uniquement pour elle. « Elle ne te fera plus jamais de mal. » Le personnel de la maison, attiré par le bruit, se tenait choqué à l'entrée du salon. La vue d'Esme, que tout le monde croyait morte, causa une agitation de cris de surprise. Marshall les écarta d'un geste sec. « Appelez un médecin », ordonna-t-il sèchement, non pas pour aider Delilah, mais pour s'assurer qu'elle soit consciente. « Quand je la verrai, je lui montrerai exactement ce que je pense de ses mensonges. » Sa voix portait la promesse d'une tempête qui fit que tout le monde se hâta d'obéir. En attendant le médecin, Marshall mena Esme jusqu'à sa vieille chambre, restée intacte depuis l'accident. La fille courut se blottir sur son lit, serrant ses peluches avec des larmes aux yeux. Voir sa fille de retour là où elle appartenait fit brûler davantage la fureur de Marshall envers la femme inconsciente en bas. Comment a-t-elle pu, pensa-t-il, ses mains se serrant en poing. Comment a-t-elle pu être si monstrueuse? Le médecin arriva en 15 minutes, trouvant Delilah toujours inconsciente sur le sol du salon.
Après un rapide examen, il confirma que ce n'était qu'un malaise léger causé par le choc et qu'elle se réveillerait bientôt. Il informa Marshall, qui le regardait nerveusement tout en restant immobile, telle une statue de fureur contenue. « Bien, répondit-il d'une voix tranchante. Parce que nous avons beaucoup à discuter quand elle se réveillera. » Delilah commença à s'agiter légèrement, ses yeux clignant en regagnant conscience. Marshall s'approcha lentement, son ombre projetée sur elle comme une menace silencieuse. Dès qu'elle ouvrit les yeux, il la confronterait, non pas l'homme brisé qu'elle avait manipulé pendant des mois, mais quelqu'un consumé par une soif de justice qui rendrait son plan diabolique enfantin. « Réveille-toi, ma chère, » murmura-t-il, sa voix chargée d'une promesse sombre. « Nous avons un long compte à régler. » Les yeux de Delilah s'ouvrirent lentement, la réalité se précipitant en vagues de panique alors qu'elle voyait Marshall debout au-dessus d'elle. Elle tenta de se lever rapidement, mais ses jambes étaient encore faibles. « Marshall, je peux expliquer ?» commença-t-elle, mais ses mots furent coupés par le bruit d'un vase extrêmement cher se brisant contre le mur, à quelques centimètres de sa tête. Marshall avait jeté l'objet avec une telle force que des éclats de porcelaine volèrent à travers la pièce. « Explique, » rugit-il, faisant trembler les fenêtres du manoir. « Explique comment tu as kidnappé ma fille, comment tu as simulé sa mort. » Un autre objet vola à travers la pièce, cette fois une photo encadrée de leur mariage. Le verre explosa en heurtant le mur, tout comme la mascarade de leur relation. Delilah recula en rampant, tentant de se cacher derrière le canapé. « Chérie, tu ne comprends pas, ne m'appelle pas chérie », tenta-t-elle de se défendre. Marshall avança, renversant une table basse sur son chemin. « Tu as détruit ma vie, tu m'as fait croire que ma princesse était morte. » Sa main attrapa un candélabre en argent lourd et le lança à travers la pièce. Delilah cria, sursautant alors que l'objet frappait un miroir, le brisant en 1000 morceaux. « S'il te plaît, Marshall, écoute-moi » implora-t-elle. Le bruit de la destruction attira de nouveau les serviteurs, mais un regard meurtrier de Marshall les tint à distance. Il commença à arracher les bijoux coûteux qu'il avait offerts à Delilah, les jetant aux pieds de ses pieds avec mépris. « Est-ce que c'est ça que tu veux? N'est-ce pas? Des bijoux, de l'argent? Tu n'avais qu'à demander, vipère. Pourquoi impliquer ma fille ?» Chaque mot était ponctué par le bruit de quelque chose d'autre se brisant. Delilah tenta de se lever, ses jambes tremblant. « Tu ne comprends pas, je n'ai jamais voulu faire de mal à Esme, c'était la mauvaise chose à faire, » balbutia-t-elle. Marshall attrapa une chaise antique et la lança contre le mur avec une telle force que le bois s'éclata. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal? Regarde ses blessures, regarde ce que ta mère a fait à ma fille. » Sa voix était horrible à entendre, mais la fureur ne faisait qu'intensifier. Chaque jour, il avait vu souffrir, pleurer la mort de sa fille, et qu'avait-il fait? Elle l'avait consolé, lui avait donné des médicaments, tout faisait partie de son plan malade. Delilah tenta de se diriger vers la porte, mais Marshall bloqua son chemin d'un mouvement rapide. Le son du verre brisé et du bois éclaté continua alors que Marshall détruisait méthodiquement chaque cadeau qu'il avait offert à Delilah, chaque symbole de leur mariage frauduleux. « Tu n'as pas de cœur, Delilah, » grogna-t-il, arrachant un tableau inestimable qu'elle adorait du mur. « Pas d'âme. » Le tableau rejoignit les débris sur le sol. Delilah pleurait maintenant, mais Marshall savait que ce n'était que des larmes fausses, tout comme tout le reste chez elle. « Tu sais ce qui me dégoûte le plus chez toi, Delilah? C'est qu'à aucun moment tu n'as pensé à la douleur que tu causais à une enfant. Tu as torturé psychologiquement une enfant. » Ses yeux brûlaient d'une haine qui fit trembler la femme de la tête aux pieds. « Tu n'es rien d'autre qu'une criminelle, » continua-t-il, repoussant les chaussures de créateur coûteuses qu'elle adorait. Mais une de ces chaussures particulièrement cruelles parce qu'elle n'avait pas seulement kidnappé sa fille, elle l'avait fait croire qu'elle était seule au monde, l'avait laissée affamée, froide, humiliée. Delilah tenta de parler de nouveau, mais Marshall la coupa avec un geste brusque. « Ferme ta bouche. Chaque mot que tu dis est du venin, chaque geste est un mensonge. » Le son des pas en haut fit que Marshall jeta un coup d'œil bref au plafond, sachant qu'Esme était en sécurité dans sa chambre. Son visage se tordit en une expression encore plus sombre lorsqu'il se tourna de nouveau vers Delilah. « Ma fille, cette petite créature innocente que tu as torturée, passé des jours dans les rues, des jours à mendier de la nourriture, à dormir dans le froid, humiliée par des étrangers. Et pendant tout ce temps tu étais là, vivant dans le luxe, dépensant mon argent, prétendant être une veuve en deuil. » Delilah trébucha vers la porte, mais Marshall la rejoignit en 2 grands pas, lui agrippant fermement le bras. « Où penses-tu aller ? » « Je ne suis pas encore fini, » dit-il en la traînant vers la table où ils dînaient en famille, «
où tant de fois elle avait nourri son chagrin suite à la mort d'Esme. Regarde autour de toi, grogna-t-il, parce que c'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison, la dernière fois que tu profites de quoi que ce soit que mon argent a acheté. Tu pars maintenant. Marshall continua, sa voix tranchante comme un rasoir. Tu quittes cet endroit avec seulement les vêtements sur ton dos, rien de plus. Chaque bijou, chaque chaussure, chaque robe que je t'ai donnée reste. Après tout, ils ont été achetés avec l'argent que tu étais si avide de voler. Delilah sanglotait maintenant, mais Marshall ne montrait aucune compassion. Et tu sais ce qui est mieux? Je vais te faire tout rembourser, chaque centime que tu as dépensé, dit-il d'un mouvement brusque. Marshall commença à pousser Delilah vers la porte principale, mais elle répliqua, « Ne pense pas que ce n'est que de l'argent, tu vas perdre, » répondit-elle. « Oh non, » répondit-il avec un sourire glacial. « Toi et ta mère allez pourrir en prison. J'utiliserai chaque centime de ma fortune pour engager les meilleurs avocats, mobiliser toutes mes connexions pour m'assurer que vous ne voyez plus jamais la lumière du jour. » La porte du manoir s'ouvrit violemment et Marshall jeta presque Delilah dehors. « Et tu sais ce qui est le meilleur ?» se pencha-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Pendant que tu es en cellule à penser à tous tes plans qui ont mal tourné, ma fille sera ici, en sécurité, aimée, ayant tout ce que tu as essayé de lui voler, et toi, tu n'auras rien. » Delilah trébucha sur les marches principales, ses jambes à peine capables de la soutenir. La pluie commençait à tomber, trempant sa robe coûteuse. « Marshall, je t'en prie, » tenta-t-elle une dernière fois, mais il ferma déjà la porte. « Profite de ta dernière nuit de liberté, Delilah, car demain, » ses yeux brillaient d'une promesse sombre, « demain ton véritable cauchemar commence. » La porte claqua, laissant Delilah seule sous la pluie à l'intérieur du manoir. Marshall verrouilla toutes les entrées, ses mouvements méthodiques et contrôlés malgré la rage toujours bouillonnante dans ses veines. Le son de pas légers dans les escaliers attira son attention. Esme le regardait, ses grands yeux pleins de préoccupation. « C'est fini, princesse, » dit-il, sa voix s'adoucissant instantanément. « C'est fini. » La pluie s'intensifiait dehors, emportant les dernières traces de Delilah du manoir Whitmore. Marshall embrassa sa fille, sentant son petit cœur battre contre le sien. Un éclair illumina brièvement la silhouette solitaire de Delilah à travers la fenêtre, trébuchant dans la tempête. Le cauchemar était terminé pour Esme, mais pour Delilah, ce n'était que le début. Le manoir Whitmore était méconnaissable en cette veille de Noël. L'endroit qui avait été le théâtre de tant de douleurs il y a seulement quelques semaines débordait maintenant de lumières colorées et de décorations festives. Marshall regardait Esme aider le personnel à décorer le gigantesque sapin de Noël, son cœur gonflé de joie à chaque rire sincère de sa fille. Les blessures physiques s'étaient guéries et lentement, les blessures émotionnelles commençaient également à se réparer. « Papa, regarde !» appela Esme en levant un ornement doré de Noël qui reflétait les lumières colorées. « C'est exactement comme ceux que maman mettait sur le sapin. » Marshall sentit ses yeux se remplir de larmes en voyant sa princesse se remémorer des moments heureux avec Carmen, sa défunte épouse. Les cauchemars concernant Agnès et Delilah devenaient de plus en plus rares, remplacés par de doux souvenirs du passé et de l'espoir pour l'avenir. « Ta mère adorait cette période de l'année, princesse, et tu es juste comme elle, » ajouta-t-il. La cuisine du manoir était en ébullition. Marshall avait insisté pour préparer personnellement certains des plats préférés d'Esme, même si cela signifiait un peu de désordre dans la cuisine impeccable. La fille passait entre l'aide aux décorations et la supervision de son père dans la cuisine, volant des bouchées de chocolat et riant de ses tentatives de faire des biscuits en forme d'étoile. « Papa, je pense que ces biscuits ressemblent plus à des nuages tordus, » taquina-t-elle, faisant froncer le nez de Marshall. Sous le sapin, les décorations se multipliaient heure après heure. Marshall savait qu'il en faisait trop, mais après tout ce que sa fille avait traversé, il voulait compenser chaque moment de tristesse avec des dizaines de joies. GMI semblait cependant plus intéressé par l'aide à l'emballage de petits cadeaux pour le personnel du manoir. « Il mérite aussi un joyeux Noël, n'est-ce pas, papa ?» dit-elle en décorant les paquets avec des rubans colorés. Marshall sentit sa poitrine se gonfler de fierté, sa princesse n'avait pas perdu sa gentillesse malgré tout. L'odeur de la cannelle et du chocolat chaud remplissait le manoir, se mêlant à celle des sapins de pin décorant chaque coin. Esme avait insisté pour accrocher des chaussettes de Noël pour tout le monde, y compris une spéciale pour sa mère. « Carmen sera ici avec nous en esprit, n'est-ce pas, papa ?» demanda-t-elle, ses yeux brillant d'une sagesse au-delà de ses années. Marshall la serra fort dans ses bras, remerciant silencieusement les cieux d'avoir retrouvé sa princesse. « Elle le sera, mon amour. Elle ne nous a jamais vraiment quittés. »
L'après-midi passa avec père et fille alternant entre les préparatifs et des moments de pur plaisir. Marshall apprit à Esme à faire des anges en papier, se souvenant affectueusement du rôle qu'elle aurait dû jouer dans la pièce de Noël de l'école. L'année prochaine, tu seras le plus bel ange de tout, promit-il en voyant le sourire radieux de sa fille. Mais papa, je suis déjà ton petit ange, n'est-ce pas, répondit-elle, faisant fondre complètement son cœur. Le son des chants de Noël résonna dans les couloirs et Esme ne put résister à chanter et danser, entraînant son père dans une danse à tour de bras autour de la pièce. Ses cheveux, maintenant brillants et bien coiffés, volaient alors qu'elle tournoyait, son rire cristallin remplissant chaque coin de la maison de joie. Marshall la regardait avec admiration, pensant à quel point il avait failli perdre tous ces précieux moments. « Tu sais, tu es le plus beau cadeau que je pouvais jamais recevoir, » dit-il, faisant briller encore plus le sourire d'Esme. Les derniers rayons de soleil inondaient les fenêtres lorsque Esme décida qu'il était temps de se préparer pour le festin. Elle avait choisi une nouvelle robe rouge, la couleur qu'elle avait toujours aimée, maintenant resignifiée comme un symbole non plus de traumatisme mais de célébration. « Je vais être magnifique, tout comme une princesse, » déclara-t-elle en montant les escaliers. Marshall la suivit du regard, son cœur débordant d'amour. « Tu le es déjà, ma princesse, mon amour, ma princesse guerrière, » dit-il. La table à manger était magnifiquement dressée, mais d'une manière différente de d'habitude, sans couvert en argent intimidant ni arrangement formel. Marshall avait veillé à créer une atmosphère chaleureuse et enfantine avec des serviettes colorées et de petites décorations de Noël éparpillées sur la table. Esme, déjà dans sa nouvelle robe rouge, applaudit de joie en voyant les biscuits qu'ils avaient faits ensemble, décorant chaque place. « Papa, tu as mis nos biscuits de travers sur la table. » Le dîner fut servi, pour la première fois depuis longtemps, des rires sincères résonnèrent dans la salle à manger. Esme racontait des histoires avec animation entre chaque bouchée, les yeux brillants de bonheur. Marshall toucha à peine sa propre nourriture, hypnotisé par la transformation de sa fille, passant de la petite fille effrayée qu'il avait trouvée dans la rue à cette petite princesse vivace. « Tu sais, papa, dit-elle en attrapant un autre morceau de dinde, c'est le meilleur Noël de ma vie. » Le personnel avait été invité à se joindre au festin, rompant des années de tradition formelle au manoir. Esme s'assura de servir des douceurs à tout le monde, offrant fièrement les brownies qu'elle avait aidé à préparer. « C'est la recette de grand-mère, annonçait-elle à quiconque voulait bien écouter. Marshall regardait la scène avec un cœur plein. Sa fille avait hérité non seulement de la beauté, mais aussi de la gentillesse de sa défunte épouse. À mesure que l'horloge approchait minuit, l'anticipation d'Esme devenait palpable. Elle avait du mal à rester assise, ses yeux priant constamment. « Le cadeau sous l'arbre, est-ce toujours là, papa ?» Elle demandait toutes les 5 minutes, faisant rire tout le monde par son impatience adorable. Marshall faisait semblant de vérifier sa montre avec le plus grand sérieux. « Laisse-moi voir. Je pense que le Père Noël devrait arriver bientôt. » La première cloche de minuit venait à peine de sonner qu'Esme était déjà à genoux près de l'arbre, les yeux brillants devant les paquets colorés. Marshall la rejoignit par terre, oubliant complètement son comportement important d'homme d'affaires. « Lequel on commence avec ? » « Princesse. » Esme prit un paquet de taille moyenne, enveloppé dans du papier doré. « Celui-ci en premier, papa, il est spécial. » C'était un cadeau qu'elle avait préparé pour son père elle-même, avec l'aide discrète du personnel, un album rempli de dessins et de messages d'amour. Marshall sentit des larmes monter à ses yeux en feuilletant les pages, chaque dessin racontant une histoire de son amour et de sa gratitude. « Regarde, papa, » elle pointa un dessin particulier, « c'est toi qui me sauves, comme un super-héros. » Marshall la serra fort contre lui, le cœur débordant d'émotion. L'échange de cadeaux continua, chaque paquet ouvert apportant plus de sourires et de câlins. Il y avait de nouvelles poupées, des livres d'histoire, des jeux et des vêtements, mais l'éclat dans les yeux d'Esme n'était pas pour la valeur des présents, mais pour la pure joie d'être là, en sécurité et aimé. « Tu sais quoi, le meilleur cadeau, c'est toi, mon amour, d'être ici avec toi. » Esme organisa ses présents en piles méticuleuses, s'arrêtant parfois pour embrasser son père ou montrer quelque chose qui la rendait particulièrement heureuse. « Peut-on faire ce puzzle maintenant, papa, s'il te plaît ?» Marshall regarda sa fille, son visage rayonnant de la joie pure du moment, et sentit son propre cœur sur le point d'exploser de bonheur. Toute la souffrance des derniers mois semblait un cauchemar lointain comparé à cette réalité, sa princesse souriante, jouant, simplement étant une enfant heureuse. « Qu'y a-t-il, papa ?» demanda Esme, remarquant ses yeux larmoyants. Marshall sourit, la serrant dans une autre étreinte. « Rien, mon amour, je suis juste très, très heureux. » La nuit avançait, mais personne au manoir ne se sentait fatigué.
Esme était blottie dans une nouvelle couverture près de la cheminée, admirant la neige qui continuait de tomber dehors. Marshall apporta 2 tasses de chocolat chaud fumant et s'assit à côté d'elle sur le tapis moelleux. « Papa » commença sa voix douce et rêveuse, « peut-on faire ça chaque Noël ?» Il embrassa le sommet de sa tête, respirant le parfum de ses cheveux. « Chaque Noël, chaque jour, chaque heure, tu veux, ma princesse ?» Entre les gorgées de chocolat chaud et les bouchées de biscuits, Esme commença à partager ses plans pour l'avenir. Elle voulait retourner à l'école, reprendre le ballet, avoir des leçons de piano comme avant, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans ses rêves, un désir d'aider d'autres enfants qui, comme elle, avaient traversé des moments difficiles. « Tu sais, papa, quand j'étais dans la rue, beaucoup d'enfants ont été gentils avec moi. Je veux faire quelque chose pour eux. » Marshall sentit sa poitrine se gonfler de fierté en voyant comment sa fille avait transformé sa douleur en compassion. La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Esme prit l'un des nouveaux livres qu'elle avait reçus et se blottit dans les genoux de son père, comme elle le faisait quand elle était plus petite. « Lis-moi » demanda-t-elle, les yeux déjà lourds de sommeil mais résistant courageusement pour savourer chaque instant. Marshall ouvrit le livre, sa voix profonde et douce remplissant la pièce avec des histoires de princesses guerrières et de fins heureuses, des histoires qui avaient désormais une signification beaucoup plus profonde pour eux deux. Entre les histoires, ils parlaient de petites choses, faisaient des plans, rêvaient ensemble. Esme voulait un chiot pour lui tenir compagnie quand il travaillerait. « Papa » dit-elle, Marshall imaginait déjà quel refuge il visiterait après Noël. Elle voulait aussi redécorer sa chambre, mais s'assurait de garder certaines choses exactement comme elles étaient. « La photo de maman reste là où elle est » déclara-t-elle fermement, parce qu'elle nous a protégés tout ce temps. Esme luttait contre le sommeil, ses yeux s'ouvrant et se fermant alors qu'elle essayait de dire une histoire de plus. Fais un plan de plus, savoure un moment de plus. Marshall la regardait avec un amour infini, gravant chaque expression, chaque geste, chaque mot dans son cœur. Tu n'as pas à lutter contre le sommeil, princesse. Demain, nous aurons toute la journée ensemble, puis une autre, et une autre encore. Finalement, le sommeil l'emporta. Esme s'endormit sur les genoux de son père, tenant toujours l'un de ses nouveaux cadeaux. Marshall la prit doucement dans ses bras, admirant à quel point elle semblait petite et précieuse. Montant les escaliers avec précaution pour ne pas la réveiller, il pensa à quel point la vie pouvait changer si complètement, passant des ténèbres les plus profondes à la lumière la plus éclatante. Dans sa chambre, alors qu'il la couchait dans son lit et la bordait avec amour, Marshall remarqua qu'elle souriait dans son sommeil. Ce n'était plus le sommeil agité et effrayé des temps récents, mais un sommeil paisible de quelqu'un qui se sent complètement en sécurité et aimé. Il arrangea ses peluches autour d'elle comme elle l'aimait et resta là un moment, simplement à la regarder respirer doucement. La photo de la mère d'Esme sur la table de chevet semblait sourire à la scène. Marshall toucha doucement le cadre, murmurant un merci silencieux à sa défunte épouse pour avoir protégé leur petite princesse tout au long de son épreuve. La pièce était éclairée uniquement par le lampadaire en forme d'étoile, créant une atmosphère magique et chaleureuse. Avant de partir, Marshall s'arrêta à la porte de la chambre, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Esme bougea légèrement dans son sommeil, serrant l'un de ses nouveaux ours en peluche. « Joyeux Noël, ma princesse » murmura-t-il. « Puisse ce n'être que le premier de nombreux Noëls heureux que nous passerons ensemble. » Et alors qu'il fermait doucement la porte, il aurait juré qu'il vit un sourire encore plus grand sur le visage endormi de sa fille, comme si même dans ses rêves, elle savait qu'elle était enfin vraiment chez elle, dans une autre réalité totalement différente de celle que Marshall et Esme partageaient. La nuit de Noël au pénitencier pour femmes était loin des fêtes somptueuses auxquelles Delilah avait l'habitude d'assister. Son uniforme orange délavé remplaçait ses robes de créateur et ses mains, autrefois parfaitement manucurées, étaient rugueuses et rouges à force de frotter les sols. Elle et Agnès avaient été affectées à la cuisine cette nuit-là, préparant le festin pour les autres détenus. « Plus vite avec ces plats, princesse !» cria l'une des gardes, faisant sursauter Delilah. La vie avait bien changé. Agnès n'était pas dans une meilleure situation. La femme qui vivait autrefois dans un manoir passait maintenant ses journées à nettoyer les toilettes et les couloirs de la prison. Son visage, toujours maquillé auparavant, montrait maintenant de profondes lignes de fatigue et d'amertume. « C'est de ta faute » murmura-t-elle à Delilah en coupant des légumes, « ton plan stupide nous a amenés ici. » Delilah ne répondit même pas. Ces disputes étaient constantes depuis leur arrestation il y a 6 mois. La cuisine de la prison était chaude et étouffante, remplie de vapeur et de mauvaises odeurs mélangées. Delilah remuait un énorme pot de soupe, son dos endolori par l'effort. Une détenue passa devant elle, la bousculant délibérément. « Fais attention avec cette soupe »
Madame, je ne veux pas que ça tourne comme la bouillie que tu as servie la semaine dernière. Les autres détenus rirent et Delilah mordit sa lèvre pour ne pas pleurer. Sa réputation de riche méchante la précédait, toutes savaient son crime contre un enfant. Agnès essayait de garder une certaine dignité en portant des piles de plateaux, mais c'était une bataille perdue d'avance. Ses cheveux gris étaient attachés en filets et des gouttes de sueur coulaient sur son visage. L'une des détenues plus âgées la stoppa dans le couloir. « Et, méchante grand-mère, n'oublie pas de bien nettoyer les toilettes après le festin. La dernière fois, il restait encore de la saleté. » Agnès serra les poings mais n'osa pas répondre. Elle avait appris à ses dépens que réagir ne faisait qu'empirer sa situation. Les heures s'étiraient tandis qu'elle préparait le festin de Noël de la prison. C'était un repas simple, soupe, pain, un peu de poulet et du riz, rien comparé au banquet somptueux qu'elle servait autrefois lors de leurs fêtes. Delilah regardait les autres détenus recevoir des visiteurs dans la cour à travers la petite fenêtre de la cuisine. Personne ne venait leur rendre visite. Marshall s'était assuré qu'elles étaient complètement isolées en utilisant son influence pour les transférer dans une prison loin de toute personne qu'elle connaissait. « Où est cette gamine gâtée » cria le chef de cuisine en cherchant Delilah. « Les plats doivent être lavés ?» Delilah laissa tomber le pot qu'elle tenait et courut vers l'évier, les mains tremblantes. Elle n'était toujours pas habituée à être appelée gamine gâtée, un surnom méprisant utilisé par les autres détenus. En frottant des casseroles grasses, elle pensait à ses anciennes domestiques, se rappelant comment elle les traitait avec arrogance. Agnès venait de terminer de passer la serpillière lorsqu'une détenue passa en traînant des bottes boueuses. « Oups, désolé pour ça, dame escroc. » La traînée de traces sales fit qu'Agnès ferma les yeux et compta jusqu'à 10, elle devrait tout nettoyer à nouveau. Delilah observa la scène, se souvenant de la façon dont sa mère humiliait Esme, la forçant à passer la serpillière à plusieurs reprises. Maintenant, le karma était revenu. L'odeur de la nourriture flottait dans la prison, mais ce n'était pas l'arôme appétissant d'un festin de Noël traditionnel. Delilah essaya d'améliorer le goût de la soupe avec les maigres ingrédients disponibles, mais c'était une tâche impossible. « Si j'étais toi, je rendrais cette nourriture meilleure » menaça une détenue en passant. La dernière fois, le dîner était mauvais, la cuisinière s'est retrouvée avec un œil au beurre noir. Delilah avala difficilement, remuant la soupe avec plus de vigueur. La cantine de la prison était bondée lorsque Delilah et Agnès commencèrent à servir le festin de Noël, les deux portant des tabliers tachés sur leurs uniformes délavés, se plaçant derrière les bacs alimentaires. Une file de détenus irrités se forma, chacune lançant des regards méprisants au duo. « Eh bien, regardez qui nous sert aujourd'hui, une grande détenue » ricana une détenue imposante. « Alors, madame l'escroc, la nourriture est-elle à la hauteur de vos standards habituels ?» Agnès tenta de garder les mains stables en servant la soupe, mais une détenue renversa délibérément la louche, éclaboussant le liquide chaud sur son uniforme. « Oups, désolé, grand-mère. » La femme rit tandis que d'autres applaudissaient la blague. Agnès essuya son uniforme taché avec des mains tremblantes, se rappelant amèrement comment elle humiliait Esme dans sa propre cuisine. « Continuez de servir » ordonna la garde, indifférente à l'incident. Delilah transpirait en servant le riz et le poulet. Une détenue particulièrement intimidante s'arrêta devant elle, tendant son plateau. « Quelle portion minuscule, tu penses que tu es dans ton manoir à servir ces petites assiettes de riches ?» Avant que Delilah ne puisse répondre, la femme attrapa la louche et se servit une énorme portion, renversant de la nourriture partout. « Nettoie ça, princesse, et fais du bon travail parce que tu vas nettoyer beaucoup de sol ici. » Les plateaux continuaient d'arriver, tout comme les moqueries. « Hé, escroc !» cria une détenue en ligne. « Est-il vrai que tu as torturé un petit enfant ? Nous n'aimons pas trop les gens qui s'en prennent aux enfants ici. » D'autres détenus commencèrent à crier aussi, certaines frappant leurs plateaux sur les tables. Delilah tenta de se faire toute petite, mais il était impossible d'échapper aux regards accusateurs et aux commentaires cruels. La situation empirait lorsqu'une détenue goûta la soupe et la recracha sur le plateau. « C'est quoi cette merde ? Même pas à Noël, cette nourriture en vaut la peine. » Elle poussa fort le plateau, renversant tout le contenu sur le comptoir où Delilah servait. « Nettoie ça, espèce d'inutile, et la prochaine fois, souviens-toi que tu n'es plus dans ton palais. » Delilah attrapa un chiffon sale et commença à nettoyer, avalant son humiliation. Agnès tenta de défendre sa fille lorsqu'une détenue particulièrement agressive commença à crier sur la qualité de la nourriture, mais cela ne fit qu'empirer la situation. « Regarde, la belle-mère maléfique a encore la force de se battre », la femme se moqua en lui jetant du pain dur au visage. Peut-être qu'alors, elle apprendrait qu'elle n'est personne ici, personne. Les autres détenus commencèrent à jeter des morceaux de pain aussi,
transformant les deux en cibles de leur amusement cruel. La garde intervint enfin, mais pas pour les aider. Assez de ce désordre, Whitmore Marlowe. Vous deux allez nettoyer toute la cantine après et pas de plainte ou c'est la cellule de solitude. Delilah et Agnès échangèrent des regards défaits. Leur nuit se terminait toujours ainsi, en nettoyant le désordre que les autres avaient fait exprès, sachant que le lendemain tout recommencerait. Une détenue plus âgée s'approcha du comptoir, ses yeux durs fixés sur Delilah. « Tu sais ce qui est pire que passer Noël en prison, princesse ? C'est le passer en sachant que tu mérites d'être ici, de faire avoir faim à un petit enfant, de la faire travailler comme une esclave. Maintenant, tu goûtes le même poison. » Les mots frappèrent Delilah comme des coups de poignard parce qu'ils étaient vrais. Chaque humiliation qu'elle subissait reflétait ce qu'elle avait fait à Esme. La cantine était en chaos après que la dernière détenue eut reçu sa nourriture, jetée partout, les plateaux renversés, des miettes éparpillées sur le sol, un désordre intentionnel que Delilah et Agnès devraient nettoyer pendant que les autres détenus retournaient dans leurs cellules pour profiter de ce qu'il restait de la nuit de Noël. Les deux anciennes mondaines attrapèrent des seaux et des balais, commençant leur longue tâche. 15 ans, murmura Agnès en passant la serpillière sur le sol sale. 15 ans dans cet enfer. Delilah, agenouillée et frottant une tache particulièrement tenace sur le sol, pensa à quel point sa vie avait changé. Plus de fêtes élégantes, de vêtements de créateurs, de bijoux coûteux. Ses journées étaient maintenant remplies de travaux pénibles et d'humiliations constantes. Le juge avait été particulièrement sévère dans sa sentence, influencé par les avocats coûteux que Marshall avait engagés, du service communautaire obligatoire. Il avait décidé du nettoyage et des tâches de cuisine pour les laisser servir les autres alors qu'elles avaient forcé cet enfant à servir. Les lumières de la cantine commencèrent à vaciller, signe qu'elles allaient bientôt être éteintes. Agnès et Delilah accéléraient le pas, sachant qu'elles seraient punies si elles ne finissaient pas le nettoyage à temps. De quelque part dans la prison, elles pouvaient entendre des chants de Noël joués, un rappel cruel de la vie qu'elles avaient perdue. « Arrête de rêvasser et frotte correctement », gronda une garde en donnant un coup de pied dans le seau de Delilah, renversant de l'eau sale sur le sol nouvellement nettoyé. « Eh bien, je suppose que tu devras tout recommencer. » Les couloirs sombres de la prison résonnaient des sons de la nuit, des pleurs lointains, des conversations étouffées, le cri occasionnel d'un cauchemar. Agnès termina de nettoyer les toilettes, son dos endolori par l'effort, lorsqu'une vieille photo tomba de sa poche. Dans son manoir riche et élégant, la garde attrapa la photo et la déchira en morceaux. « Cette vie est finie, grand-mère. Tu ferais mieux de t'habituer à la réalité ?» Les morceaux de la photo se mêlèrent à l'eau sale sur le sol. Delilah rangeait les fournitures de nettoyage lorsqu'elle entendit des détenus passer. « Regarde la dame qui profite de la vie de bonne servante. » Des rires résonnèrent dans le couloir. « Il y a encore du travail qui t'attend demain, princesse, beaucoup plus. » Delilah se recroquevilla contre le mur, attendant qu'elle passe. Ses mains autrefois délicates étaient maintenant calleuses et fendillées par les produits chimiques. C'était son destin maintenant, 15 ans de travail forcé et d'humiliation. Agnès retrouva sa fille dans le couloir menant aux cellules. « Il ne nous laisse pas rester dans la même cellule ce soir non plus, dit-elle, la voix fatiguée. C'était une autre forme de punition. Mère et fille, qui avaient tout planifié ensemble, pouvaient à peine se voir maintenant. Les gardes s'assuraient de les séparer, sachant que cela rendait la sentence encore plus dure. « Joyeux Noël, maman » murmura Delilah amèrement avant d'être poussée dans sa cellule. La nuit en prison était froide, plus froide que d'habitude en ce Noël. Delilah se blottit sous la fine couverture de son lit, écoutant les bruits nocturnes de la prison. Quelqu'un chantait une chanson de Noël, sa voix triste résonnant dans les couloirs. Delilah ferma les yeux, mais les images de sa vie passée n'apportaient aucun réconfort, elles ne faisaient que lui rappeler tout ce qu'elle avait perdu à cause de sa cupidité. Agnès, dans sa propre cellule à l'autre bout de la prison, regardait les murs sales. Un goutte à goutte constant marquait le temps, comme un rappel que chaque seconde faisait partie de sa punition. Même les rats vivent mieux que nous ici, pensa-t-elle en regardant un rongeur se précipiter rapidement dans le couloir. C'était une amère ironie, elle qui avait tant méprisé les pauvres vivait maintenant dans des conditions encore pires. Le dernier tour de la nuit passa devant leur cellule, les détenus dormant bien, les princesses. Une garde se moqua en frappant son bâton contre les barreaux. La journée commence tôt demain, beaucoup de sol à passer, beaucoup de toilettes à nettoyer. Delilah et Agnès, dans leurs cellules séparées, se recroquevillaient sur leur lit dur. C'était leur nouvelle réalité, des jours sans fin de travail pénible, des nuits de solitude et de regret, dans leurs lits inconfortables. Mère et fille pensaient la même chose, comment leur plan de richesse et de luxe s'était transformé en ce cauchemar sans fin.
Dehors, la vie continuait. Marshall et Esme célébraient un joyeux Noël dans leur manoir, tandis qu'elles n'avaient que la certitude que chaque jour serait le même que le précédent, plein de travail acharné, d'humiliation et de la dure vérité que ce n'était que le début de leur longue punition.